Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de France Info. On est en live pour 2 heures. On est sur Twitch et on est sur TikTok aussi depuis quelques mois, je vous le rappelle. Bienvenue à tous. Vous êtes déjà assez nombreux dans le chat. Désolé pour les quelques petites minutes de retard. Salut Julot qui était là en premier comme d'hab. Gad Elradi, salut The Gate 4. On a Ishtar Story qui est là aussi. Yanama Joker qui a aussi déjà des questions sur le programme. Je vais vous détailler ça dans 2 minutes. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, un sacré programme un peu dense, vous allez voir. Aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser, comme l'indique le titre du stream que vous pouvez voir, on va d'abord s'intéresser à l'ultra-droite, à laquelle l'actu nous a pas mal ramené, notamment la semaine dernière, mais aussi cette semaine. Donc la semaine dernière, c'était avec le meurtre d'Hicham Miraoui à Puget-sur-Argence dans le Var. Et on va essayer de comprendre de quoi on parle en fait quand on dit ultra-droite, cette expression, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle représente. Est-ce qu'il faut parler d'idéologie, de mouvement? On pense souvent à des groupes. Bon, bah voilà. Est-ce qu'il existe aussi des relais politiques officiels de ce mouvement, cette idéologie? Et puis, on va parler surtout de la France. On ira aussi peut-être, si on a le temps, voir un peu ailleurs en Europe comment ça se passe. On a une petite heure pour parler de tout ça, si on y arrive. J'attends évidemment vos questions. Et puis, en deuxième partie d'émission, donc à partir de 18 h environ, là, c'est plus avis aux créatifs et aux férus de technologie, puisque démarre aujourd'hui le salon Vivatech à Paris, hein, la grande messe de la tech, le plus grand événement d'Europe qui est consacré. Un salon où il sera bien sûr cette année question d'intelligence artificielle, entre autres, et d'industrie créative, pardon. Et l'IA, nous, on va s'intéresser à l'IA générative surtout, hein, un outil, est-ce que c'est un outil fantastique ou plutôt un portail ouvert sur le non-respect de la propriété intellectuelle? C'est la question qu'on va se poser. Donc, si même vous avez déjà utilisé une IA pour, je sais pas, transformer une photo à vous en illustration dans le style des studios Ghibli, eh ben, vous êtes concerné aussi, c'est de ça qu'on va parler. Donc, quand Joker, tu me demandais... le mot créé m'interroge, le sujet sera autour des gens qui cèdent de l'IA ou plutôt du fonctionnement même de l'IA. On va essayer de parler un peu des deux puisque l'un va avec l'autre. En soi, est-ce que si des gens qui cèdent de l'IA violent les droits d'auteur, bah, c'est peut-être dû au fonctionnement de l'IA. Bref, tout ça, ce sera tout à l'heure. On a un beau programme, enfin moi en tout cas j'ai l'impression. J'ai hâte d'avoir vos questions, vos avis dans le chat et on va tout de suite commencer avec notre premier sujet. Je vous le disais, qui est réapparu entre guillemets après le meurtre d'Hicham Miraoui, donc à Puget-sur-Argence, c'est dans le Var, puisque justement le suspect de ce meurtre, qui est actuellement mis en examen pour assassinat terroriste en raison de l'origine, il a diffusé des messages sur ses réseaux liés justement à cette idéologie d'ultra-droite et le parquet national antiterroriste s'est lui-même saisi de l'affaire. On a vu aussi, fin avril, hein, on s'en souvient, Aboubacar Cissé qui avait été tué dans la mosquée de la Grande Combe, c'était dans le Gard. On a reparlé du coup du terrorisme d'ultra-droite dans les médias, de ses causes, de ses implications dans le monde politique aussi. Et moi, j'avais envie qu'on s'arrête un petit peu plus longtemps sur cette thématique, son histoire, son évolution, les forces en présence, etc. Et j'ai le plaisir, pour ce faire, d'accueillir Aurore Malval. Salut Aurore. Salut. Aurore, Salut à tu tous. es grand reporter au service politique de Marianne. C'est ça. Merci. Et à tes côtés, Mathieu Mollard. Salut Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Red Chef à Street Press. Tout à fait. J'ai tout bon, parfait. Tout bon. On va peut-être commencer avec une question un propos un peu général. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi on parle quand on dit ultra-droite? Et est-ce que c'est le bon mot pour parler justement de ces groupuscules alors, pas d'extrême droite, du coup, est-ce qu'il y a une différence entre ultra-droite et extrême droite? De quoi on parle quand on parle d'ultra-droite, Aurore? En fait, l'ultra-droite, c'est un terme policier. C'est un terme policier des renseignements généraux lorsque, justement, pour désigner, en fait, à la base, hein, dans son origine, ces mouvements, justement, d'extrême droite, clandestins et violents. Et c'est justement apparu lorsque les RG ont commencé à infiltrer, à s'intéresser plus précisément à cette mouvance, je pense un peu dans les années 90, fin des années 80, début des années 90. Et en fait, ce terme ensuite, je dirais, c'est popularisé et est revenu dans les médias en fait pour désigner cette extrême droite violente, pour aussi, d'une certaine façon, la mettre à distance d'une extrême droite politique qui était... et d'ailleurs, on verra aussi, on en parlera peut-être, comment le terme d'extrême droite, même aujourd'hui, n'est plus des fois utilisé pour parler justement des partis
bah, au bout du spectre politique, je dirais. Mais voilà, l'ultra-droite, c'est la version, en tout cas, c'est une expression policière qui est devenue une qualification pour la version violente de l'idéologie d'extrême droite. Ouais, enfin, je suis tout à fait d'accord. C'est parce que faut rappeler qu'en France, on n'a pas le droit d'espionner les partis politiques. Et donc, il fallait faire une distinction entre ceux qu'on a le droit d'espionner et ceux qu'on n'a pas le droit d'espionner. Et donc, il fallait créer une case spéciale et ils ont utilisé le mot d'ultra-droite qui recouvre quelque chose. Après, nous, à Street Press, on va plutôt parler d'extrême droite extra-parlementaire, c'est-à-dire ceux qui veulent pas conquérir le pouvoir par les urnes, mais soit par la violence, soit par ce qu'ils appellent la métapolitique, c'est-à-dire peser un peu plus sur les débats de société, les idées. Alors concrètement, de quoi on parle justement? Il y a quoi comme idéologie derrière? En regardant un peu, on a l'impression qu'il y a une espèce d'idée de nostalgie, d'un héritage perdu. Enfin, de quoi on parle? En fait, je pense que cette ultra-droite, elle est assez protéiforme, et il y a des mouvements qui sont, des groupuscules. Alors, tout cela, c'est quand même des tout petits groupes pour certains. Il y en a effectivement d'autres qui sont un peu plus conséquents, qui sont plus connus, mais qui n'ont pas forcément cette même dimension d'ultra-violence, en tout cas pas par tous ses membres. Je pense notamment aux identitaires, qui ont une palette d'actions assez large, justement, entre certains qui s'organisaient véritablement en groupuscules violents à un moment, je pense notamment au sud-est de la France, avec vraiment une accroche néo-nazie très claire, et qui ont dérivé jusqu'à ces dernières années. On a vu des actions notamment anti-migrants, c'est ce genre d'actions où, en tout cas, la façade, je dirais, c'est un petit peu policée et devenue quasiment des supplétifs en fait des partis d'extrême droite traditionnels, que ce soit d'ailleurs traditionnels en tout cas installés comme les zémouristes ou même le Rassemblement national. Je pense d'ailleurs à des trajectoires de membres de ces groupuscules, par exemple Philippe Vardon, qui était membre justement des identitaires niçois, Nissa Rebella, qui était justement un groupuscule identitaire niçois, et qui ensuite est passé par le Rassemblement national et par les zémouristes, donc ce qui s'est un petit peu, je dirais, institutionnalisé. Il y en a plusieurs dans ce cas-là, et il y a des groupuscules qui sont restés totalement groupusculaires et qu'on voit d'ailleurs être jugés. Je pense notamment au Barjol, par exemple, qui fait aussi, comme d'autres groupes, qui ont, eux, voulaient faire avaient projeté des attentats contre le président de la République. Enfin voilà, on voit régulièrement sortir comme ça des groupes qui se sont un peu, alors qu'ils sont à la frontière entre évidemment cette idée tout le temps d'identité, qui je pense est quand même un dénominateur commun, mais aussi parfois certains qui sont aussi avec un peu de survivalisme, qui s'organisent pour prévision d'une sorte de fin du monde. Enfin voilà, c'est un petit peu à la croisée de plusieurs, je dirais, de plusieurs périphéries. Ouais, Vous avez nous, beaucoup travaillé là-dessus, nous, on les organise. Il y a un peu des grandes familles Mhm. qui existent depuis des décennies. Alors, il y a les monarchistes, c'est ceux qui veulent le retour du roi. C'est l'Action française, c'est le plus vieux groupuscule politique de France, toutes tendances confondues. Ils défendent toujours le retour d'un roi. Eux, ils peuvent être parfois violents, mais c'est pas leur action principale. C'est plutôt une école de pensée radicale, très conservatrice, et ils vont fournir aussi bien des attachés parlementaires que des leaders à différents groupuscules, y compris des groupuscules concurrents. C'est-à-dire, on se forme à l'Action française, puis après, bon, ils sont gentils, ce qu'on appelle les camelots du roi, mais bon, certains veulent plus de radicalité, d'autres veulent plus de pouvoir. Donc ceux qui veulent plus de pouvoir, ils vont au RN. Ceux qui veulent plus de radicalité, ils vont dans des groupes plus violents comme le GUD. Donc ça, c'est la première famille. La deuxième famille, c'est ce qu'on appelle les nationalistes révolutionnaires. C'est un terme un peu technique pour dire les néo-nazis ou les néo-fascistes. C'est ceux qui commettent le plus d'actions violentes. C'est-à-dire, le plus connu, c'est le GUD, qui a été dissous il y a quelques mois, qui commettent des agressions dans la rue. C'est aussi ceux qu'on a vu défiler le 10 mai à Paris, qui, une fois par an, défilent. Ils sont habillés en noir, ils sont très impressionnants. On les trouve aussi dans les stades de foot. Voilà, c'est un peu des hooligans néo-nazis violents. C'est la deuxième famille. Ensuite, il y a une famille dont on parle assez peu et pourtant qui représente pas mal de monde. Nous, on pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de membres. C'est les catholiques intégristes. Il y a quand même en France une mouvance catholique intégriste qui a quitté l'Église catholique, qui s'est séparée, qui font des messes en latin, qui sont
ultra-réactionnaires et d'extrême droite et qui ont tissé un réseau avec des églises, des écoles hors contrat, donc qui ne sont pas reconnus directement par l'éducation nationale, avec même des maisons de retraite. C'est toute une contre-société qui s'est constituée, qui est présente. Et après, t'en as parlé, les identitaires. Les identitaires, eux, c'est vraiment ceux qui disent il y a le grand remplacement, il y a une subversion migratoire, des hordes d'étrangers venus des pays arabo-musulmans envahissent la France et il faudrait se battre contre cette invasion. Eux, ils sont plutôt pas dans la violence non plus, même si ils sont régulièrement violents, mais disons que leur projet politique officiel, c'est plutôt de faire des coups de com'. Et quand on parle avec eux, ils disent nous, notre modèle, c'est Greenpeace. On veut faire des Mauvaise opérations pub pour, coup de poing à Greenpeace. Greenpeace. Mais version raciste quand même. Voilà, c'est un peu les grandes familles. Et après, il y a ceux qui basculent dans le terrorisme. Il y a des débats, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a les groupes, pour moi, il y a les groupuscules structurés, ces grandes familles qui existent depuis longtemps. Et il y a le terrorisme, c'est plus une différence de nature que de degré. C'est-à-dire que c'est rarement des gens qui étaient au GUD qui ensuite deviennent des terroristes, même si les gens du GUD peuvent tuer et ont tué, parce qu'il y a des exemples. Aramburu, qui était un rugbyman argentin, a été tué par des militants du GUD. Mais c'est pas un projet terroriste au sens où il préparait pas depuis des semaines le fait de tuer des gens pour terroriser la population. Clermont-en-Méry qui a été assassiné par des militants d'extrême droite, mais là aussi, c'était pas un projet terroriste au sens prémédité depuis longtemps. Et on a des groupes terroristes qui, eux, et à noter que la plupart des profils qui sont dans ces groupes terroristes ou proto-terroristes, ils sont pas passés par ces groupuscules structurés. C'est un peu différent, c'est à la marge, c'est des gens qui se retrouvent qui se rencontrent souvent par Internet et qui parce que il y a, on en reparlera, tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'ils baignent dans un bain, c'est pas out of context qu'à un moment ils se disent oh tiens on va mener une opération terroriste. C'est parce qu'ils lisent, parce qu'ils entendent, parce qu'ils suivent des personnages politiques qui eux sont plus structurés sur YouTube, mais ils s'organisent un peu en marge de ces groupuscules. Et ça c'est AFO, c'est l'OAS, c'est les Barjols, c'est tous ces projets d'attentats qui ont été déjoués jusqu'à celui il y a quelques jours qui malheureusement n'a pas été déjoué. Il y en a un par rapport à ça, je me disais, on y reviendra peut-être, William Mallet, qui justement en 2022 tue des Kurdes, plus de 3 Kurdes dans un centre culturel, justement, rue d'Anguien. Là, il y a eu débat, justement, la qualification d'attentat terroriste n'a pas été retenue, mais c'est vrai que ça a été, ça a été reproché, notamment, au parquet de ne pas l'avoir qualifié comme ça, parce qu'effectivement, on est quand même voisins. Lui parle d'attentat lorsqu'il décrit son projet. Effectivement, ça peut relever justement de cette qualification, et pourtant ça ne l'a pas été. Donc, cette qualification terroriste, je dirais qu'elle est plus rarement quand même retenue dans les projets d'extrême droite, ultra-droite que dans d'autres. C'est-à-dire que parfois, le côté aussi pathologie psychiatrique, autant dans le domaine justement djihadiste, on considère qu'on peut tout à fait être parfaitement fou et djihadiste, mais finalement, et que l'un n'enlève pas l'autre. Et c'est moins le cas, finalement, sur les projets aussi de l'ultra-droite, les projets violents. Il y a Ride Local 75 qui nous demande si l'attaque au sabre à Bercy aussi. Alors, je ne sais pas si aussi quoi. Aussi terroriste. Aussi qualifiée d'attaque terroriste. Je crois pas qu'elle ait été retenue comme terroriste. Après, bon, quand le parquet décide de qualifier de terroriste ou pas, c'est une définition judiciaire. C'est une vérité, mais après, on peut avoir a posteriori une autre interprétation des faits. Ça n'empêche pas. Moi, mon sujet, c'est plus de dire que le parcours de ces militants-là, c'est rarement des gens qui militent dans des groupuscules pendant longtemps et qui, à un moment, basculent dans le terrorisme. Il y en a quelques-uns, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt des gens qui sont convaincus par l'idéologie d'extrême droite et qui se regroupent et qui constituent un groupe nouveau. C'est pas par exemple, je sais pas, l'Action française ou le GUD ne basculent pas dans le terrorisme. C'est pas des groupes anciens, c'est des gens qui reconstituent quelque chose de nouveau. Et d'un point de vue policier aussi, ça rend les choses très complexes à appréhender, parce que c'est une chose de surveiller des groupes qui existent depuis 10, 20, 30, 50 ou plus de 100 ans, même s'ils changent de nom, on les connaît, on sait où ils se retrouvent, etc.
et trouver 5 personnes qui habitent dans 3 régions différentes et qui se retrouvent par Internet et qui font connaissance comme ça et qui montent un projet terroriste, c'est difficile de surveiller ça. Ou voir quelqu'un tout seul qui va commettre un attentat, comme on l'a vu récemment, c'est difficilement anticipable. Et du coup, est-ce que c'est comme ça qu'on peut analyser, je parlais en introduction du procès justement des 16 membres d'AFO, Action des forces opérationnelles, qui sont donc jugés cette semaine. Alors, il n'y a pas eu d'action réalisée, mais il y avait des projets dont pour ceux qui ont pas suivi cette affaire, donc il y avait empoisonnement de nourriture halal dans les supermarchés, assassinat de 200 imams radicalisés. Lancer des grenades à Saint-Denis dans des voitures. Voilà, oui, dans des voitures de personnes identifiées, voilà. Ça va être des gens qui, parce que là, on est dans le cadre d'un groupuscule, donc c'est pas c'est validé entre guillemets à un moment donné à une échelle, enfin, peut-être difficile de savoir. C'est un groupuscule qui s'est monté autour de ces projets-là. C'est un groupuscule qui n'existait pas avant. C'est les gens qu'on retrouve dans ce groupe, dans cette groupe à vocation terroriste, sont pas des gens qui sont passés par des groupuscules. Par contre, on a des anciens policiers, des anciens gendarmes. Il y a des anciens militaires, puis il y a aussi des monsieur, madame, tout le monde. Il y a un numéro 2 d'ambassade qui est arrêté dans le cadre de la procédure. C'est complètement dingue. Après, la question, c'est toujours de savoir à quel point ils envisageaient de passer à l'acte. Alors, cette histoire, je l'ai lu en route écrit par mes confrères de Libération. Qui ont eu accès, ils ont eu accès à la procédure. Alors, il y a un policier qui a infiltré la cellule et qui, de l'intérieur, a documenté et a pu... Tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais parce que je connais pas bien. Non, c'est moi, excuse-moi. Effectivement, moi, j'ai pas eu accès. Enfin, je connais pas bien la procédure dans cette affaire-là, mais je trouve que ce qu'il y a d'intéressant quand on voit comment justement ces groupuscules se montent, comme tu l'as dit, c'est pas dans des cellules bien identifiées. Aujourd'hui, il y a à peu près entre 3000 et 4000 personnes qui sont identifiées comme étant d'ultra-droite. Parmi elles, je crois 1400 fichiers S qui sont suivis. Mais effectivement, là, il y a un petit peu cette radicalisation de salon aussi. Et quand je dis salon, c'est en s'invitant des fois les uns chez les autres dans des petits groupes et aussi dans des salons de discussion sur les réseaux. Et en cela, d'ailleurs, cette radicalisation d'ultra-droite, elle ressemble aussi à ce qui peut se passer dans les affaires de terrorisme islamiste. Et d'ailleurs, parfois, on voit même de l'hybridation. Je repense à une affaire il y a quelques années de jeunes qui étaient à la fois influencés par Daesh et les nazis, qui avaient monté justement une proto-cellule. C'était des ados et qui étaient inspirés, voilà, à la fois par l'État islamique et Hitler. Et en fait, c'était assez intéressant de voir cette correspondance totale et à la fois dans les méthodes, dans ce qui est, et même dans l'idéal. Enfin, on pourrait tout à fait d'ailleurs considérer que le terrorisme islamiste est un terrorisme d'extrême droite, c'est-à-dire que les buts, la question idéologique est assez voisine et extrêmement réactionnaire. Et voilà. Donc, non, je suis totalement d'accord. Il y a plus de parallèles qu'on pourrait croire. Un de mes collègues avait travaillé sur une histoire sur un groupuscule qui s'appelle la Division Martel. On avait bossé dessus, qui a été depuis interdit, qui était un groupuscule qui regroupait des militants très jeunes, groupuscule satellite du GUD. C'était un peu le mouvement de jeunesse du GUD, qui avait participé à plusieurs actions violentes. Et quand on lisait les auditions devant la police, on assistait vraiment à des choses qui ressemblaient au processus de radicalisation des jeunes djihadistes, avec des parents qui parfois sont complètement perdus, qui sont avec des profils assez variés, aussi bien de gens qui peuvent venir de familles plutôt liées à cette mouvance-là, et d'autres, des familles pas du tout, des gens très insérés socialement, de milieux de classe moyenne ou plutôt aisée, idéologiquement pas du tout dans ces lignes-là, et qui disent devant les policiers: je suis perdu, mon fils, je me souviens du témoignage d'une mère qui disait: mais mon fils tient des propos sexistes à mon encontre, je ne sais plus quoi faire, je suis perdu. Et effectivement, c'était un groupuscule très violent. Et la deuxième chose, ou le deuxième parallèle, c'est que il m'est arrivé, à cause de mon travail, de recevoir des menaces de mort, et souvent les vidéos envoyées, c'est des vidéos qui ont été tournées par Daesh, qui sont détournées de leur usage. Parce que Daesh, l'État islamique, a été le principal producteur de contenu ultra violent.
qui faisaient des vidéos, pardon de dire ça, mais d'égorgement, de meurtre en direct, c'est eux. Et eux, ils se plongeaient là-dedans et ils utilisaient ces vidéos pour... là, le message en l'occurrence, c'était voilà ce qui va t'arriver. Et ils m'envoyaient des vidéos qui étaient visiblement produites par Daesh. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'aussi pour une partie dans le projet terroriste d'ultra-droite, il y a aussi cette volonté, et d'ailleurs c'est ce que dit là l'assassin justement son nom m'échappe. Oui, Christophe B, je crois. Christophe B. Voilà. Christophe B dit que la peur change de camp. C'est aussi des gens qui veulent remplacer le terrorisme islamiste qu'ils considèrent comme étant uniquement l'apanage des étrangers, du grand remplacement. En France, il y a toute cette notion identitaire, et de dire voilà, nous, entre guillemets, on est chez nous et on va faire nos attentats contre cette population qu'on accuse de commettre des attentats sur notre sol. Donc il y a vraiment une imitation, une volonté de remplacer en tout cas une violence par une autre. Mais il y a un dialogue entre ces deux. Alors, moins ces dernières années, parce que le terrorisme islamiste en France a quand même, il n'y a pas eu d'attentat faisant de nombreux morts ces dernières années, etc. Mais je me souviens que avoir lu certaines publications faites par l'État islamique, parce qu'ils produisaient des publications écrites, y compris en français, et dans leurs publications, ils parlaient de l'extrême droite française. Et donc, il y a une espèce de dialogue à distance entre deux courants qui, finalement, gagnaient aussi à une escalade. Et d'ailleurs, l'un des enjeux, c'est ce qu'on appelle l'accélérationnisme. C'est dans les projets terroristes d'extrême droite radicale, on voit des gens qui disent il faut pousser les musulmans à eux-mêmes commettre des violences parce que ça va nous légitimer, parce que notre idéologie ou les gens qui nous représentent, de leur point de vue, on va dire, vont pouvoir monter dans les urnes, etc. Il y a quand même une connexion, je lance le sujet d'après, avec l'idée de, ok, Marine Le Pen, Bardella, Zemmour, on n'est pas d'accord avec tout, mais c'est quand même ceux qui nous représentent le mieux, pensent ces gens-là. Et donc, en poussant les musulmans ou les personnes racisées ou les descendants d'immigrés, etc., à commettre des violences, on va les faire monter dans les sondages et on va accélérer l'extrême droitisation de la société. Je dirais que sur le plan en tout cas du désir de sécession, de provoquer des sécessions de la société, guerre civile quasiment. Voilà, et elle est la même, c'est-à-dire que l'objectif de fracturer la société, et c'est l'objectif du terrorisme. Je veux dire, en soi, il est de bouleverser justement une société, bouleverser l'ordre social et casser en fait ce qui unit. Ce qui fait tenir justement la société. Donc là, de ce point de vue-là, effectivement, le but recherché est exactement le même. Et puis même dans un second temps, l'idée d'ailleurs du côté de Daesh d'aller vivre justement au Cham, rejoindre l'État islamique, peut dans une certaine mesure correspondre à la remigration souhaitée par l'extrême droite. Donc, et puis un type comme Conversano, donc c'est un... militant suprémaciste blanc. Suprémaciste blanc, il est allé s'installer en Europe de l'Est en disant je vais vivre dans un pays où il y a que des blancs et il faut qu'on crée des communautés blanches. Il crée des villages ou des communautés en Hongrie, en Pologne, en Europe de l'Est et en France où ils essayent de créer des communautés blanches. C'est vraiment c'est du communautarisme d'extrême droite. Alors, quelques petites questions du chat avant d'effectivement se diriger doucement vers le sujet que vous avez commencé à évoquer. Yanama qui nous demande, est-ce qu'on a des chiffres sur ces personnes? Est-ce qu'il y a une tendance à la hausse ou à la baisse en termes de nombre de membres? Est-ce qu'on a ces informations? C'est un peu le problème aussi, c'est que comme on disait que c'est très lié au renseignement, c'est pas forcément... Il n'y a pas de statistiques de l'INSEE, quoi. C'est dur, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre 3000 et 4000 personnes fichées... considérées comme faisant partie de la mouvance de l'ultra-droite, donc de cette extrême-droite violente et radicale, enfin violente avec plusieurs exceptions, dont 1400 fichés S. Ceci étant, Christophe B
était sous les radars. C'est-à-dire que ça comprend pas du tout l'ensemble du spectre des personnes qui pourraient demain se réveiller s'il y a justement des cellules, enfin des groupuscules qui naissent justement avec ce désir d'une action violente parce que ils se sont rencontrés en ligne, etc. C'est probablement des personnes qui n'étaient jusqu'alors pas connues des services. Donc effectivement, c'est très difficile C'est très d'estimer. difficile à estimer. Ce chiffre-là, qui vient donc des services de renseignement, c'est le chiffre des gens qui sont actifs, qui militent, c'est-à-dire qui se rendent à des réunions, qui font des collages, qui font des Manifestent, qui manifestent, On qui font voit des agir, ouais. entraînements à la baston, ça dépend. Mais en fait, la sphère des gens qui partagent cette idéologie extrêmement radicale, elle est plus large. On parlait de Daniel Conversano. À l'instant, je regarde sa chaîne Telegram. On est à 13 000, un peu plus de 13 000 abonnés. Juste Daniel Conversano, qui est pas le plus important, qui est pas le plus influent, juste un parmi d'autres. Si on va voir les audiences que font le site d'égalité et réconciliation d'Alain Soral, c'est plus d'1 million de visiteurs par mois, etc. Donc en fait, c'est très sous-estimé. Le nombre de gens qui partagent tout ou partie de cette idéologie violente est largement supérieur. J'enchaîne, question suivante qui va nous ramener à ce dont on parlait juste avant. Filmi 1924 qui me dit: «L'ultra-droite n'est-elle pas une construction de l'extrême droite dans son processus de dédiabolisation? J'entends par là que s'il y a pire que l'extrême droite, c'est pas si mal». Elle en joue. Elle en joue. Elle en joue, mais Elle c'est en pas joue. c'est pas, C'est pas elle qui l'a alors, créé. voilà. En fait, ouais, parce que d'ailleurs, aux origines du Front National, c'est justement un certain nombre de groupuscules dont Jean-Marie Le Pen, à l'époque, était considéré comme un des plus soft. Le modéré. Ils l'ont Exactement. cherché pour ça. Et ils l'ont pris pour ça. Donc, quand on voit ce qu'était Jean-Marie Le Pen aujourd'hui avec nos yeux, je dirais, de 2025, ça peut surprendre, mais effectivement, c'est un certain nombre de groupuscules violents qui font justement des actions, Occident, etc., toute cette sphère à l'époque. Et effectivement, c'est comme ça, c'est sur cela qu'est née l'extrême droite française, enfin sa traduction, en tout cas avec le Front National d'abord et le Rassemblement National aujourd'hui. Donc effectivement, le Rassemblement National a quand même bien changé. On a vu pendant plusieurs années, moi je me rappelle il y a 20 ans quand je couvrais le Front National, je me rappelle du service d'ordre où on voyait vraiment ce côté Gudard très prononcé avec des jeux. Ça c'est un petit peu Ouais, en tout cas, la vitrine a été quand même c'était pas vraiment des Gudard, mais oui. les Mais- grognards de Jean-Marie Le Pen, comme Ouais. ils les appelaient, et qui étaient effectivement c'était des gros bras. Mais d'ailleurs, ils ont tellement pas réussi à faire autrement qu'ils font appel à des services d'offres professionnels. Ouais. C'est quand même que, voilà, c'est pas tant que ça, enfin, ça a changé sur un certain nombre de points. Déjà, le Front National, je te rejoins, est une stratégie de dédiabolisation dès le départ. C'est-à-dire qu'on nous dit Marine Le Pen a tout changé, elle a dédiabolisé. Non, en 72, quand Ordre Nouveau, qui est un groupe composé majoritairement de collabos, crée le Front National, eh ben, déjà, c'est de la dédiabolisation. Et quand on relit le premier article qui parle de la création du premier événement du Front National, c'est un article qui est dans Le Monde. Il dit, tiens, pour une fois, ils n'avaient pas pris de manche de pioche et de casque. Ce qui prouve bien qu'ils étaient dans une démarche de dédiabolisation. Et ils ont cherché quelqu'un à mettre à la tête de ce parti, Jean-Marie Le Pen. Ils en ont appelé plein d'autres avant lui qui n'ont pas voulu. Le Pen a fait croire pendant des années qu'il avait créé. En fait, non, il a pris la tête du parti et il a réussi ensuite à en garder la tête. Mais pour moi, ma lecture du Front National, elle n'est pas forcément partagée par tout le monde, c'est que le Front National puis le Rassemblement National est la maison commune de toutes les familles de l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'on retrouve toujours ce que Bardella aime appeler les brebis galeuses pour dire qu'elles sont minoritaires. Mais on en retrouve tout le temps. Des collaborateurs parlementaires passés qui par l'Action française, qui par des groupes identitaires, ou encore cette année, le C9N, la manif annuelle des néo-nazis, elle a été déposée en préfecture par une ancienne collaboratrice parlementaire Rassemblement National. Donc ces passerelles, elles sont permanentes et elles ne disparaissent pas et elles ne disparaîtront jamais. C'est structurel puisque c'est leur maison à tous. Et quand ces gens des groupuscules doivent aller voter, certains ne votent pas, mais enfin ceux qui votent, ils votent soit Bardella, soit Éric Zemmour quand même. Et le soir, et pardon, après je te laisserai la parole parce que j'ai tendance à faire des tunnels, faut m'excuser. Quand le soir des européennes,
Quand Bardella sort en tête, Emmanuel Macron annonce la dissolution. Dans les rues de Paris, il y a un groupuscule qui commet des actions violentes et qui va s'en prendre à quelqu'un parce que homosexuel. Ils vont être arrêtés. En garde à vue, ils vont dire... Vous verrez, quand Bardella sera Premier ministre, on pourra faire ça toutes les semaines. On pourra, je cite, casser du PD toutes les semaines. Ces gens-là, c'est des militants du GUD. Celui qui prononce cette phrase, c'est Gabriel Lousteau, fils d'Axel Lousteau, ami intime de Marine Le Pen. Il y a des photos de Gabriel Lousteau à Montretout, le domaine des Le Pen. Et son grand-père était un ami de Jean-Marie Le Pen. Donc on n'est quand même pas hyper loin du Rassemblement national. Juste avant de te relaisser la parole, Aurore, Pardon, juste je me suis emballé. dire salut aux raiders qui nous viennent de LCP. Merci beaucoup LCP pour le raid. J'espère que votre live s'est bien passé. Bienvenue à tous. On est en train d'essayer de dresser un portrait de l'ultra-droite, comme vous avez certainement pu le comprendre, avec nous Aurore Malval de Marianne et Mathieu Bollard de Street Press. J'étais en train de lire autre chose en ce moment. Excuse-moi, Aurore, vas-y. Non, je t'en prie, mais je ne sais plus la question. Enfin, je pense qu'on a. Oui, on avait répondu. en gros, on était donc sur les liens entre extrême droite, ultra droite, où est-ce que qui influence l'autre, qui pas la responsabilité, mais il y a un peu cette idée-là aussi. Moi, une question que je me posais, c'est que justement, si on revient sur le meurtre qui a eu lieu donc la semaine dernière dans le Var, il y a eu ce débat de dire, donc toute une partie de la classe politique a accusé le RN de créer ce qu'ils disaient un climat en France qui encourage ce genre d'action, ce à quoi le RN a répondu, nous, en gros, on n'est pas racistes. C'est pas ça notre combat. On dénonce évidemment l'horreur de ce meurtre et donc c'est Sébastien Chenu, qui, pour le citer, qui a dit textuellement nous ne sommes pas des ultras, nous sommes des militants patriotes. Donc Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national. Ces militants, entre guillemets, d'ultra-droite ou les personnes qui appartiennent à cette mouvance-là, elles n'ont pas d'attente par rapport à la représentation politique Alors, il y a plein de choses Il y a plein de choses. il y a plein de choses à dire, je pense. Je trouve ce qui est intéressant, d'abord sur l'accusation qui est montée justement de la part de la gauche assez fort sur la responsabilité du Rassemblement national, et de l'extrême droite politique en tout cas, qui elle ne veut pas justement s'appeler extrême droite, mais droite nationale, droite patriote, qui récuse justement ce terme. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un côté, je dirais un peu élément de langage de communication, c'est-à-dire qu'on a des partis, notamment d'ailleurs la France Insoumise, qui est accusée justement par des centristes et par l'extrême droite justement et la droite d'être antisémite, d'être un parti antisémite qui fait monter l'antisémitisme, et à chaque fois justement qu'il y a des actions antisémites, ces partis-là, ces politiques accusent la France Insoumise d'attiser ces braises, et j'ai compris en tout cas une partie de cette communication politique aussi de la gauche, où il s'agissait à son tour d'accuser un parti, de le rendre aussi responsable d'une violence qui monte de l'autre côté. Je trouve qu'il y a quand même dans le discours politique aujourd'hui, et peut-être d'ailleurs que ce débat sur le racisme dans notre société et ce qu'il produit mérite mieux que ces anathèmes, je dirais, lancés de part et d'autre, où on a une partie du spectre politique qui va marteler les immigrés tuent, l'étranger tue, et de l'autre côté, c'est la réponse, du coup, eh bien, vos discours tuent les immigrés. Les immigrés sont tués, les immigrés sont justement les victimes de vos discours. Et on a un petit peu quelque chose qui progresse comme ça, de façon symétrique, en tout cas, de part et d'autre, au debout du spectre politique. Ça, c'est pour, je dirais, mon analyse de la communication qui est faite autour de ça. Et en termes de purement, je dirais, ce qu'on appelle la récupération politique. Mais d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que on avait pendant longtemps la gauche qui critiquait justement cette récupération de l'extrême droite à chaque fait divers, justement, qui montait en disant, regardez, c'est une personne sous OQTF. Enfin, d'ailleurs, ils ne s'embarrassent pas de dire personne, c'est une OQTF, c'est un OQTF qui a commis ce crime. Et là, c'était, on leur renvoyait, regardez, c'est une personne d'extrême droite qui a commis ce crime. Ensuite, sur la question, je dirais, plus globale d'un discours, en tout cas, qui monte et d'un racisme décomplexé, je trouve que c'est intéressant
à analyser. Est-ce que c'est le Rassemblement national qui pousse pour ce passage, vers ce passage à l'acte? Je me garderai de faire ce lien-là. Je dirais ce genre d'événement n'arrange pas, ne fait pas les affaires du Rassemblement national. Et d'ailleurs, parfois, je pense que c'est les personnes de cette mouvance-là, tu le disais tout à l'heure, votent pour des partis comme le Rassemblement national ou pour Éric Zemmour. Certains les considèrent comme des traîtres aussi, considérant qu'ils ne vont pas assez loin ou que le Rassemblement national, justement, se serait trop normalisé à certains égards. Je ne ferai pas le... Oui, mais c'est une histoire de curseur. Enfin, Oui, oui. Mais disent, c'est un curseur de taille quand même entre Parce le... qu'il y a une histoire où peut-être voilà, le Rassemblement national, c'est maintenant aujourd'hui, c'est un peu le système. Et donc, Oui. dans ce sens-là, c'est... Alors, moi, je mets pas exactement dans le même seau le Rassemblement national et les groupes terroristes. Il faut quand même Oui. commencer par dire ça. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, le Rassemblement national veut conquérir le pouvoir par les urnes. Mm. C'est une réalité qui est incontestable. Il ne projette pas en secret un coup d'État pour faire tomber Emmanuel Macron. Voilà. Après, le Rassemblement national est, à mon sens, un parti raciste. J'ai le droit de le dire. Les tribunaux m'ont rappelé, on a le droit de pas être d'accord, mais je pense que le Rassemblement national est un parti raciste. Jordan Bardella nous parle du grand remplacement, de dire que la société française est menacée d'une submersion migratoire qui viserait à substituer la population qui serait une population historique de culture chrétienne, certains vont même parler de patrimoine génétique commun, etc., par une autre population. Ça, c'est Jordan Bardella qui le dit dans un certain nombre de discours, mais aussi dans des textes écrits. Enfin, c'est quelque chose qu'il assume complètement. Donc il y a quand même c'est pas un fond, un discours que je considère comme raciste. Après, la méthode n'est pas la même pour accéder au pouvoir et pour arriver à leur fin. Après, oui, ça ne leur sert pas quand il y a un attentat. Évidemment que ça ne leur sert pas. Ils partagent un certain nombre de choses. Ils ont des désaccords, notamment sur les méthodes pour arriver au pouvoir. Est-ce que moi, je pense que tenir des propos racistes de manière répétée à la télévision, sur CNews, porter ce discours en permanence contribue à dégrader le climat. Est-ce que ça a poussé cet homme à agir? Je n'en sais rien, je ne peux pas y répondre là comme ça, et je pense qu'on pourra jamais réellement y répondre. Par contre, je considère que ça contribue à créer un climat qui est extrêmement délétère et qui contribue aussi à libérer un certain nombre d'actes qui sont peut-être plus petits, qui sont peut-être moins graves, mais qui fait qu'aujourd'hui, et nous, on a écrit plusieurs articles là-dessus sur Street Press, et plein de gens nous le racontent, que des gens, parce qu'ils sont musulmans, ils ont leur voisin qui aujourd'hui tient des propos extrêmement racistes sur eux, parce que c'est accepté de dire ça. Parce que si on le dit sur CNews de 8h à 23h, pourquoi ils ne pourraient pas le dire dans la rue sur leurs voisins? Et ça, c'est quelque chose qui, moi, je pense, où les discours publics ont cette action-là. Qu'après, des partis politiques en profitent pour avancer leur agenda, ceux de gauche pour taper dessus, et inversement, c'est certain. Mais bon, j'ai même pas envie de suivre les agendas des uns et des autres. C'est pas mon sujet là-dessus. Oui, par rapport à, en tout cas, sur cette question de la, comment dire, de la montée, enfin. On a beaucoup parlé ces dernières années, d'ailleurs, de cette notion de la fenêtre d'Overton, de comment justement... Qu'est-ce qui est rendu acceptable. Exactement. Voilà. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, je pense aussi d'autant plus violemment aujourd'hui, en 2025, qu'on avait vécu un petit peu entre les années 80 et 90, une sorte de parenthèse, en fait, si on regarde l'histoire un petit peu du discours, enfin en tout cas par rapport justement aux étrangers, aux immigrés, depuis 100 ans même, on a vraiment un petit peu ce changement de paradigme, enfin dans les années 80, 90, début 2000, où le discours raciste, enfin ou en tout cas la question, le discours, je dirais, de remise en cause de l'immigration, du multiculturalisme, est quasiment plus toléré. Et aujourd'hui, en fait, on revient, j'ai le sentiment, à ce qui se passait avant.
avant justement toute la période, on va dire, qui s'était ouverte, SOS Racisme, etc. Avant ça. J'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on a truc appris... qui est très paradoxal, et vous en avez parlé dans Mhm. Marianne il n'y a pas très longtemps, Mhm. c'est que il y a un discours raciste qui est beaucoup plus présent dans les médias qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débats autour de cette question. Mais que les études de fond sur ce que pensent profondément les Français, est-ce que les Français sont plus homophobes aujourd'hui qu'il y a 20 ans? La réponse est non. Est-ce que les Français sont plus racistes, intolérants qu'il y a 20 ans aujourd'hui que non? La réponse est plutôt non, même si c'est un tout petit peu nuancé, c'est-à-dire qu'on progressait et maintenant on restagne, voire on régresse légèrement quand même. Mais il y a une politisation de ce sujet-là, c'est-à-dire que avant, il y avait une part non négligeable de la société qui avait des préjugés racistes, mais elle votait pas en fonction de ces préjugés racistes. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient un peu racistes, mais à côté de ça, ils avaient des valeurs soit plutôt libérales et ils allaient voter pour la droite gaullienne, etc., soit plutôt progressistes, ouvriéristes, et ils allaient voter pour le PCF. Je schématise un peu pour qu'on comprenne. Et derrière, ils pouvaient quand même avoir des préjugés racistes des deux côtés, avec des proportions différentes. Je connais pas les études, mais c'était pas ce qui motivait leur vote et c'était pas le truc qu'ils mettaient le plus en avant. Et aujourd'hui, et je pense parce qu'il y a eu un travail qui a été mené par l'extrême droite politique et notamment par les groupuscules identitaires, on a politisé ce débat, on l'a mis au sommet des sujets qui font une élection. Avant 2001, il n'y a aucune élection présidentielle qui s'est faite autour d'un débat sur l'identité. C'était l'économie, c'était le chômage, etc. Depuis, toutes les élections ont, parmi les 2 ou 3 débats principaux dans l'opinion publique, l'identité. Donc on a politisé un espèce de racisme ou un réactionnarisme, j'invente un mot, qui était présent. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, et je trouve dans l'histoire c'est assez compliqué. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs facteurs et les uns nourrissent les autres aussi. Il y a par rapport à cette politisation justement des thématiques identitaires et même de l'immigration, il y a aussi le fait de l'avoir séparé entre la droite et la gauche déjà, et après avec l'extrême droite. Mais la gauche, quand on écoute, et d'ailleurs ça c'est souvent quelque chose sur les réseaux sociaux dans des débats entre justement des militants de droite et de gauche, certains militants d'extrême droite adorent ressortir des extraits où on entend François Mitterrand dans les années 80 avoir des discours sur l'immigration qui aujourd'hui seraient dans la bouche du Front National, enfin du Rassemblement National. Et il y a quand même eu aussi un glissement par rapport à cela, c'est-à-dire qu'il y a la gauche, je dirais, post-SOS Racisme, la gauche des années 90-2000 a totalement arrêté de parler de certains thèmes qui avant transcendaient les clivages politiques. Quand on entend, je veux dire, le PCF parler, Georges Marchais à l'époque, parler justement d'immigration et de limiter l'immigration, il y a quand même cette thématique, elle a disparu. Enfin, elle est devenue... Il y a aussi une capacité de l'extrême droite d'aller sortir 3 petites phrases sur 30 ans de carrière de Mitterrand, où il a des défauts et des qualités, Mitterrand, mais à son programme, il y avait le droit de vote des étrangers, il y avait tout un tas de choses. Il y avait des progrès sociaux, mais je veux dire, par rapport au côté de la société qu'on voulait construire, je pense quand même que vraiment, il y a eu, dans les années 2000, et même ça a été théorisé, cette stratégie d'avoir un côté où l'immigration, la thématique de l'immigration, de l'étranger, on allait dire stop au racisme, et qu'on n'allait plus parler de ça, on allait laisser, en tout cas à gauche, ce champ totalement être occupé par la droite. Il y a eu ça, il y a eu ce partage aussi, je trouve quand même, cette thématique est devenue un petit peu tabou, et aujourd'hui, elle revient dans le débat, justement, en étant hyper polarisante et très génératrice justement de ces crispations, je dirais, mais même presque identitaires de tous les côtés. Enfin, c'est pas une thématique qui couvre, je dirais, l'entièreté du spectre politique. Il y a aussi ça. Je dis pas que c'est ce qu'il y a, que c'est forcément, enfin. Il y a eu aussi peut-être une. Alors là, on rentre dans des débats très profonds. Mais allez-y. Peut-être une demande à gauche, une absence de créer une pensée globale de ce que c'est une société accueillante, multiculturelle. C'est ce qu'a tenté Mélenchon il y a quelques années quand il a parlé de créolisation. Il a ramené un concept d'Édouard Glissant de mémoire qu'il a mis sur le devant de la scène en disant voilà
la pensée que j'essaye de construire de qu'est-ce que peut être une société qui est ouverte et sans dire que elle n'est pas multiculturelle. Et en fait, c'est aussi que le modèle de société français est un modèle intégrationniste, c'est-à-dire que historiquement, on a toujours dit, chaque personne qui arrive doit se couler dans un moule et un peu mettre de côté ses origines, sa culture d'origine, pour épouser totalement une certaine culture française. Ce modèle-là, il est en partie remis en question par une part de la société de plein de degrés divers. C'est-à-dire que il va y avoir des gens qui vont dire, qui sont pas forcément des gens radicaux, qui vont dire, moi, je suis français, mais j'ai une origine algérienne, italienne, et ma culture, elle est multiple, et je veux garder un peu de toutes ces cultures-là. Et il y a des gens aussi de gauche comme de droite ou d'extrême droite qui vont dire non, il faut que tout le monde épouse pleinement et totalement. Alors les gens vont rajouter des nuances et des subtilités, c'est la culture française. Et on est aussi dans ce débat-là de comment on traite dans la société, effectivement, ce multiculturalisme. Moi, je suis d'accord avec toi et je pense que tout à l'heure, ce que tu disais sur le racisme, effectivement, je pense que notre société est moins raciste au sens des préjugés anciens du terme. C'est-à-dire que les items qui sont testés dans les sondages, justement, sur ces études-là, c'est, par exemple, accepteriez-vous que votre fils ou votre fille épouse une personne d'une origine différente, etc. Et là, on voit que les pourcentages enfin, ceux qui s'y opposeraient, en tout cas, sont moins nombreux qu'autrefois. Par contre, je pense que notre société est plus identitaire. Et que ce clivage-là, cette revendication, quelle qu'elle soit, en fait, justement, de l'individu, et qui a été aussi créé, enfin, tout ça est quand même lié à cet éclatement, je dirais, un petit peu de la mondialisation heureuse, et qui, en même temps, est aussi, pour certaines personnes, était un multiculturalisme aussi heureux, ou en tout cas une cohabitation, et tout d'un coup, cet effondrement, en fait, un peu du sens aussi, enfin, avec le néolibéralisme justement de notre société, et les gens, les individus tendent à se positionner sur ce grand marché justement un petit peu aussi comme des biens uniques, et sur lesquels justement il y a des revendications à dire qui on est, et à devoir cocher justement un certain nombre de choses qui, au lieu de te rassembler, te différencient de ton voisin. Et le côté justement un petit peu du nous de notre société est tombé, et ce jeu qui est vraiment une affirmation, je trouve, hyper forte aujourd'hui, il nourrit aussi cet identitarisme, et aussi un séparatisme, en tout cas dans une certaine mesure. Ouais, après, c'est pas parce qu'on revendique des identités multiples et différentes qu'on remet forcément en question ce qui fait notre commun, et que moi je considère pas que toutes. En fait, il y a aussi en miroir le fait de dire que toutes les revendications identitaires seraient forcément des revendications à mettre sous le tapis, à faire passer au second plan. Les revendications identitaires, c'est aussi des progrès sociaux et des droits. C'est les droits pour des couples de même sexe à se marier. C'est aussi une identité. C'est l'égalité homme-femme, en considérant que oui, les femmes subissent une discrimination structurelle dans la société parce que les entreprises sont conçues comme ça, etc. Et qu'il y a une identité de femme de défendre ces droits-là. Donc, moi, je trouve qu'il faut faire attention à dire que voilà, l'identitarisme serait toujours un mal. Alors, oui, bien sûr, il y a pas, c'est pas forcément manichéen. Je pense qu'il y a le fait d'avoir des revendications identitaires. Enfin, si on l'oppose justement au fameux universalisme, je pense qu'il y avait en tout cas une donnée manquante, l'universalisme dans notre société. Enfin, en tout cas, la question justement des droits, ça a été atteint. Cette égalité a été atteinte en droit, elle n'a pas été en fait. Et il y a quelque chose justement, ce chaînon manquant chez beaucoup de personnes justement qui se revendiquent comme universalistes, et qui leur fait, je dirais, être totalement aveuglés par rapport à ce qui se passe en réalité, par rapport aux discriminations qui sont vécues. Je disais pas, ces revendications identitaires, je les prends pas sur le plan justement d'un combat
qui est commun quand tu parles des droits qui sont conquis justement pour les couples de même sexe ou pour les femmes, c'est dans le cadre d'une société commune. Je parlais plus de cet éparpillement et de ces revendications qui ne portent que la personne qui les incarne. Justement, ce jeu par rapport au nous. Quand la société... Mais elle est où la frontière? Elle est où la frontière? C'est une femme voilée qui défend le droit à porter le voile. C'est un combat pour elle-même ou c'est un combat pour un groupe social? C'est un combat pour un groupe social. Après, on peut en penser ce qu'on en veut, mais c'est un combat pour un groupe social. Notre société n'interdit pas justement le port du voile. Après, non, mais j'entends un Premier ministre mais qui dit justement, les enfants c'est pour ça que non, mais même le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il s'attaque au voile pour justement les mamans qui accompagnent les enfants ou au voile à l'université, on peut très bien trouver que, à titre personnel, que c'est pas, qu'on ne trouve pas ça formidable de porter le voile, mais trouver que notre société doit garantir de pouvoir vivre en portant le voile, en étant une mère d'enfants, accompagnant et ça c'est un combat justement pour le nous. Et en fait ça existe. Là, les revendications identitaires, je la place du côté de Bruno Retailleau. Voilà, moi c'est juste ça que je dis, c'est où est le curseur. Et tu dis ça parce que je suis à Marianne. Puis parce que tu défends la ligne de ton journal aussi, et c'est normal. Mais non, mais bien sûr qu'il y a des revendications identitaires et bien sûr qu'il faut faire commun, faire société. Moi, je suis persuadé de ça. Je suis pas pour. Je trouve qu'il faut avoir une société ouverte où on vit ensemble. C'est extrêmement important. Mais je dis juste que on caricature un peu souvent les identitarismes comme étant des gens mais c'est derrière des gens qui veulent défendre ce qu'ils estiment juste. Après, ce que les gens estiment juste, ou ils peuvent avoir tort, ou la société peut juger que la frontière n'est pas là. Mais c'est pas. Je trouve que on applique un peu facilement la notion de séparatisme à des gens qui, en fait, sur des mesures où, par exemple, sur tout ce qui a trait à l'école. La question du voile à l'université, la question du voile dans les lycées, qui a été tranchée dans un sens et à l'université dans un autre. Dans tous les cas, quel que soit le choix qui est fait, c'est des gens qui veulent vivre dans la société, pas en marge. Quand on parle de l'école, c'est des gens qui veulent aller dans ce qui fait société, l'éducation, qui est un des endroits les plus importants, à mon sens, dans faire société. Et voilà, quand bien même on juge que, et moi j'ai pas de problème avec cette loi, mais qu'on juge que le voile au lycée c'est pas une bonne idée, c'était les gens qui se battaient pour ce droit-là, c'était dans le droit à vivre selon ce qu'ils estimaient être leurs valeurs et qui voulaient avoir le droit de le pratiquer, y compris dans un espace commun. C'est un peu éloigné, mais quand je parlais des identités, c'était aussi celle justement revendiquée par l'extrême droite. C'était pas. Je t'en prie, fini. Non, mais voilà, c'est juste pour te dire. Je vous ai laissé débattre parce que c'était extrêmement intéressant et puis la discussion va où elle peut aller, il y a aucun problème. Mais vu l'heure, malheureusement, on va devoir s'arrêter là. On la poursuivra. Et je vous en prie, moi je vais devoir vous laisser, rester ici et vous laisser avec Camille. Mais merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de tous ces sujets puisqu'on en a abordé un certain nombre. Donc Aurore Malval, grand reporter au service politique de Marianne, et puis Mathieu Mollard, rédacteur en chef à Street Press. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour la discussion. Merci. C'est un plaisir. C'est pour ça qu'on est sur Twitch. Je vous laisse nous laisser les micros et rejoindre Camille. Je vous vire comme des malpropres, comme à chaque fois. Hop. Et puis nous, on va passer à notre second sujet. Bon, j'espère que vous avez appris des trucs et que, en tout cas, vous avez un peu débattu dans le chat. J'essaye de lire tout ce que vous dites, mais parfois, j'essaie de repérer vos questions et tout. Et puis, mais parfois, il y a des choses... le temps que je capte une question, il y en a 3 autres. Bref, voilà nos prochains invités qui s'installent. Bienvenue à tous. Hop. Vous avez donc des petits micros à côté de vous. Je vous laisse les attraper. Hop. Oui, vous avez de l'eau. Je vous demanderai juste... une fois que vous êtes servi, de bien juste remettre les bouteilles sous la table, mais sinon, servez-vous, normalement, elle est fraîche, tout va bien. Hop, alors, j'ai le temps de faire un petit tri dans mes fiches. Voilà.
Bienvenue à tous les trois. Donc avec vous, on va changer complètement de sujet. On va parler nouvelles technologies, enfin nouvelles, on va parler technologie, on va parler intelligence artificielle, on va parler art, cinéma, musique aussi. On a voulu traiter ce sujet-là puisque aujourd'hui démarre Vivatech, le plus gros événement européen autour de la tech, avec en tête d'affiche, bien sûr, l'IA, dont on le voit, les utilisations s'étendent de plus en plus avec toujours des choses différentes et variées qui arrivent et qui sont possibles. Et ce soir, on va nous surtout s'arrêter sur l'IA générative, donc celle qui est capable de produire, un texte, de produire une image, une vidéo, maintenant avec du son aussi, sur la base d'un prompt, donc d'une demande. Par exemple, en fait, on va se poser certaines questions puisque le fait qu'elle puisse créer ces images, ces sons, ces vidéos, pas de nulle part, mais presque, on va essayer d'en discuter. Ça pose certaines questions. Par exemple, un chanteur qui reprend la chanson d'une autre personne, alors que ce premier chanteur n'a jamais vraiment chanté cette chanson, mais nous, on l'entend tellement au point que, je parle d'Angèle, bien sûr, qui a fini par chanter une reprise qui avait été faite par sa voix via une IA. Est-ce que ça, c'est grave ? Et pourquoi est-ce que ce serait grave et pourquoi est-ce que ce ne serait pas grave? Est-ce que l'IA est vraiment capable de produire quelque chose? Est-ce que vraiment elle crée quelque chose de nulle part ou pas? Puisqu'elle se base sur un existant. Et donc on va parler évidemment de propriété intellectuelle et de droit d'auteur. Et tout ça, on va en parler avec nos invités. Christophe Paillet, bonsoir Christophe. Tu es conseiller éditorial chez Arte, notamment en charge de la conception de programmes, dont un programme qui s'appelle Fantasia, qui est relativement récent. Tout à fait, on a sorti 2 numéros. Il y a 2 épisodes qui sont super, je vous invite à aller regarder sur le site d'Arte, c'est hyper original pour le coup, et c'est vraiment super. À tes côtés, Emmanuel Pierrat, bonsoir Emmanuel, bonsoir. Avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, si je ne dis pas de bêtises, si j'oublie quelque chose, vous me dites. Non, tout me semble bien. Parfait. Et enfin, François Saltiel, bonsoir François, bonsoir. à la maison, puisque tu es journaliste à France Culture et producteur notamment de l'émission Un monde connecté sur France Culture. Tu peux nous rappeler peut-être quand c'est? C'est tous les matins à 8h50. Parfait. Ça explore les enjeux numériques et des nouvelles technologies. Super, parfait. Bienvenue à tous les trois. Et on va démarrer peut-être cette discussion. Juste un mot peut-être de définition, qu'on comprenne bien de quoi on parle. Je parlais des IA génératives. Donc une IA générative se base sur quelque chose pour créer quelque chose, sur des données, voilà, sur des bases de données. Elles viennent d'où ces données? Il y a différentes IA, différentes bases de données. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer un peu ça pour être sûr qu'on ne dit pas de bêtises. Alors, je distribue rarement la parole, sauf cas exceptionnel. Okay. Je vous en prie, allez-y, répondez-vous, débattez, coupez-vous la parole. Non, je rigole, mais je commence je vous en prie. Compléter. On complète. Oui, oui. Donc, l'IA générative, c'est effectivement la partie de l'intelligence artificielle dont on parle le plus en ce moment, mais l'IA, ça a démarré dès les années, des années 50. De l'intelligence artificielle, vous en avez partout. À partir du moment où il y a une automatisation, on peut en trouver dans de nombreux outils. Ce qu'on appelle l'IA générative, puisque tu posais la question justement des données, ce sont des modèles de langage, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont puiser dans un dataset, donc une sorte d'immense quantité de jeux de données, et à partir de ces jeux de données, ils vont délivrer une réponse en les analysant le plus rapidement possible pour que le temps de latence entre la question et la réponse soit le plus immédiat. Et à la question de savoir d'où viennent ces données, c'est une grande question. Donc il y a beaucoup d'opacité sur la question des IA génératives, donc on ne sait pas franchement d'où viennent toutes ces données. Ce qu'on est sûr, c'est que si on prend par exemple OpenAI, qui est sans doute aujourd'hui l'entreprise la plus connue et la maison mère de ChatGPT, on sait qu'ils ont scanner, avaler, digérer tout ce qui peut globalement exister sur Internet. Donc toutes les données de Wikipédia, les données des réseaux sociaux, les données qui sont libres de droit ou non. Et c'est là où ça pose des questions de droit d'auteur. Mais là, je laisserai l'expert juridique en parler. Donc globalement, c'est tout ce qui a pu être diffusé à un moment donné sur Internet. C'est pour ça que la quantité est impressionnante. C'est pour ça que ça pose des questions d'impact écologique assez fort. Mais c'est pas parce qu'on a beaucoup de jeux de données que les réponses sont forcément toujours justes. Et c'est là où on parle. Tout dépend de la qualité de la donnée au départ aussi. Tout dépend de la qualité de la donnée. Et après, il y a d'autres entreprises, notamment le Scale AI, dont on parle beaucoup en ce moment, dont le travail est justement de labelliser la qualité de la donnée. Il se nomme même une fonderie de données, pour que justement cette donnée, cette matière première, soit une donnée viable pour pouvoir être utilisée dans les larges modèles de langage. Enfin, globalement,
c'est un début d'élément de réponse. Oui, puisqu'il faut peut-être préciser, c'est qu'en fait, ça, quand on parle d'IA, et même d'IA générative, ce qui est déjà plus précis, en fait, ça recouvre des réalités extrêmement différentes. En général, quand on parle effectivement des grands modèles industriels, commerciaux, qui ont été lancés par toute l'oligarchie de la tech, et donc que ce soit OpenAI avec ChatGPT, que ce soit Runway, qui est un modèle de génération de vidéos, Midjourney, qui est un modèle de génération d'images. Ça, ce sont des offres commerciales qui donc, voilà, ça on pourra en reparler, pour la plupart piller effectivement des œuvres pour permettre à leur modèle d'être entraîné. Mais en réalité, la technologie elle-même d'intelligence artificielle générative ne se limite pas à ces solutions commerciales proposées. Et il est possible en fait de développer un modèle en open source, par exemple, ce que font plein d'artistes même qui développent leur propre modèle, qui l'entraînent avec un dataset qu'ils auront choisi. Et donc, on peut tout à fait générer de l'image à partir d'un dataset qui n'est pas celui du tout Internet, mais de ma propre œuvre, par exemple. Je veux pouvoir générer des nouveaux tableaux si je suis peintre à partir de mes propres tableaux. Je peux entraîner avec un dataset qui est choisi et qui va être le mien, ou alors un dataset sur lequel j'aurai des droits. Mais en tout cas, je pense qu'il faut faire attention à distinguer le concept même d'IA générative de ces applications commerciales qui aujourd'hui font qu'on en parle et qui sont de fait les plus répandues, les plus développées. Oui, effectivement, mais après c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas artiste, je ne suis pas musicienne, je suis pas... J'ai accès complètement à la possibilité de créer une expo photo. Voilà. Emmanuel, peut-être sur les côtés justement un peu plus légal, juridique. On vient assez bien de le résumer, mais si on vulgarise vraiment à gros traits, de façon très simplificatrice, l'IA générative, c'est d'un côté un instrument, une méthode, un mode de fonctionnement, très bien. L'algorithme, pour simplifier, mais c'est pas que l'algorithme, on va le dire comme ça. Et puis de l'autre côté, un contenu, du fond, tout ce qui est aspiré sur Internet, comme cela vient d'être dit, qui a été vu et avalé à partir des réseaux sociaux, de Wikipédia, de l'ensemble des sites disponibles en ligne, quelle que soit leur provenance géographique. Et donc c'est la combinaison des deux. C'est cet instrument, cette capacité extraordinaire à ingurgiter, et le fond, qui est ingurgité, qui peut très bien être de la donnée libre de droit parce qu'elle est très ancienne, elle appartient au domaine public. Le droit d'auteur ou la propriété intellectuelle, c'est une propriété temporaire, limitée dans le temps. Ça s'arrête globalement sur la planète 70 ans après la mort des créateurs, des écrivains, des artistes, etc. Si je fais de façon générale, je ne vais pas faire rentrer dans le détail. Donc il y a une partie de cette donnée qui est libre de droit. Si j'aspire Molière, c'est le texte de Molière, il est dans le domaine public, il n'appartient plus à personne. Et en revanche, elle aspire indifféremment des textes protégés, des choses qui sont mises en partage, mais qui évidemment nécessitent une autorisation pour être redéveloppées et réutilisées. Notre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la capacité d'absorption est démesurée par rapport à tout ce qu'on connaissait, permet de créer de nouvelles œuvres, mais que pour l'instant, nous nous reposons sur des modèles juridiques ou des textes qui ont fait leurs preuves, qui sont anciens et qui n'ont pas attendu chaque technologie pour s'adapter. Il y a des textes de base qui sont toujours les mêmes et qui ont absorbé sans grande difficulté l'arrivée du cinéma, l'arrivée de la télévision, de la radio, de l'offset dans l'imprimerie, beaucoup de choses. Notre petite difficulté, c'est que désormais, il y a cette façon à la manière d'eux, qui est quelque chose qui n'avait pas été appréhendé dans les modes d'exploitation, les modes de création jusqu'ici qui étaient faits, créés dans non le pas style de en reprenant une phrase, non pas en reprenant une intrigue créée par quelqu'un, mais à la manière dont il aurait pu le faire. Et là, il y a donc quelque chose de neuf juridiquement à creuser et à articuler, et qui met en route un certain nombre de projets sur lesquels il y a des batailles de lobby et d'enjeux extrêmement importantes. Il y a un projet de directive européenne, il y a plusieurs propositions de loi qui ont été engrangées, il y a un rapport du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle, les dires artistiques, il y a de la jurisprudence américaine, et pour l'instant, on essaie de trouver la façon dont on pourrait appréhender cela, ou en tout cas en faire bénéficier, faire retomber des droits, des royalties en quelque sorte, au bénéfice de tous ceux dont les œuvres seraient incorporées dans cette machine. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur les pistes qui sont en vigueur. Mais voilà, on est à ce moment de carrefour où on a des textes qui fonctionnent pour une grande partie, mais
un côté novateur de l'IA générative qu'on a du mal pour l'instant à articuler avec les textes et avec le droit, et surtout avec la nécessité de rémunérer la création, les entreprises d'édition ou de production, mais évidemment les artistes, les auteurs, les journalistes. Parce que c'est aussi ce qu'on voit si on s'intéresse donc plus vraiment spécifiquement à ce qu'on appelle l'industrie créative, donc au monde de la culture. Il y a enfin, je vais vous m'arrêter si je me trompe, mais j'ai l'impression que si on prend l'exemple de la musique ou même du cinéma avec le doublage, etc., qu'il y a quand même une forte inquiétude des professionnels sur l'arrivée de l'IA et sur la capacité que l'IA peut donner aux professionnels, mais aussi, entre guillemets, à n'importe qui, de pas les remplacer, mais quand même de faire une partie de ce qu'ils sont capables de faire. Dans les deux exemples que vous avez cités, c'est deux exemples intéressants. Si on prend l'industrie de la musique, donc avec l'arrivée du streaming, il a fallu du temps pour recréer la chaîne de valeur, en fait. La chaîne de valeur, c'est comment on arrive à faire en sorte que, tu disais, à faire en sorte que les artistes puissent s'y retrouver dans une nouvelle économie. Et on y est à peu près parvenu, c'est-à-dire qu'il y a tout un système qui permet aujourd'hui, avec le streaming, de rémunérer les artistes. Alors on peut dire qu'il est dysfonctionnel, qu'il ne rémunère pas assez, etc. Mais il y a eu une chaîne de valeur qui a été trouvée. Et c'est tout justement le projet juridique qui est en place aujourd'hui, c'est de se dire comment on arrive à trouver cette chaîne de valeur pour pouvoir rémunérer d'une manière ou d'une autre les œuvres qui sont utilisées. Alors ce qui est compliqué avec l'intelligence artificielle générative, c'est que pour pouvoir créer un visuel, elle va pouvoir piocher sur une centaine de sources, sans forcément totalement les identifier, et donc on va prendre un pixel par-ci, un esprit par-là, et c'est assez compliqué peut-être d'arriver à avoir une sorte de traçabilité des œuvres qui ont été exploitées. Après, dans l'image qui est rendue, donc la output, donc ce qui va être produit, peut-être qu'il y a des logiques de licence qu'il faudrait mettre en place, un peu comme dans la musique. Enfin, c'est des idées qui sont en réflexion pour arriver à trouver une chaîne de valeur. Mais si on prend l'exemple de la musique, ça a mis un peu de temps entre le piratage massif, de pair à pair. Ensuite, les plateformes qui sont arrivées, qui ont essayé de mettre de l'ordre dans tout ça et qui ont mis un petit peu de temps à trouver un modèle. Sur la question des doubleurs, là, on est dans un métier très en tension sur effectivement un usage de l'IA qui peut-être compromettre à terme ce métier-là, parce qu'on est quand même dans une logique d'une production et des industries culturelles qui cherchent la rentabilité, évidemment, c'est-à-dire que ça coûte le moins possible pour produire le plus possible. Et on arrive avec des outils qui, quand on cherche finalement une qualité moyenne, une qualité standard, je pense que l'IA peut faire tout aussi bien qu'un comédien. Et le comédien va pouvoir s'imposer avec une plus-value, une singularité, etc. Donc ça, ce métier-là, il est évidemment en danger. Après, tous les métiers ne le sont pas, mais celui-là peut-être particulièrement. Et dans d'autres aspects, des métiers de traducteurs, par exemple, dans nos métiers à nous, même dans le journalisme, on sait que c'est des métiers qui sont en péril. Et puis, dernière petite chose, si on est sur le doublage, parce que c'est toujours quelque chose d'assez intéressant, on peut aussi se poser la question de la légitimité, et ça a été pas mal évoqué lorsqu'on était sur la question des grèves à Hollywood. Je sais pas, vous êtes Danny Glover, vous êtes traduit par un acteur français en France, par un acteur coréen en Corée du Sud. Vous pouvez vous demander après tout pourquoi ce serait pas ma voix qui serait le plus proche de mon esprit, de l'esprit de mon jeu, pour pouvoir incarner mon personnage qui sera doublé en Europe ou qui sera doublé à Séoul. Donc ça pose aussi une autre question. Donc en ce moment, les droits et les contrats qui sont signés avec les acteurs américains intègrent maintenant l'IA, par exemple en intégrant des systèmes de clonage de voix pour pouvoir la réutiliser, voire même de manière post-mortem, en disant bah voilà, je cède mon image, je cède ma voix, je cède mes droits. Donc là, on arrive à une nouvelle économie qui pourrait évidemment condamner quelques métiers, comme celui de doubleur en l'occurrence. En fait, je crois que moi, je distingue deux choses. Il y a la question des industries culturelles et la question de la création, alors qui sont liées, certes, mais qui sont deux choses différentes. Les industries culturelles, comme ça vient d'être dit, elles sont déjà bouleversées et c'est évident qu'il va y avoir une énorme casse sociale sur certains métiers très particuliers, très ciblés, comme les doubleurs par exemple. Et ça me paraît assez évident que les industries culturelles vont profiter de ces outils pour industrialiser encore plus ce qui relève déjà d'un processus industriel. C'est-à-dire, par exemple dans la publicité, mais aussi dans le cinéma, on produit du film ou de la pub à très grande échelle. Ça va permettre d'industrialiser encore plus en cassant les coûts. Et donc ça, c'est un sujet qui est majeur, mais qui pour moi se distingue réellement de la question de la création, parce qu'en fait, par ailleurs,
l'IA est aussi un outil qui aujourd'hui est au service de la création, de la part de créateurs qui sont insérés dans cette industrie culturelle ou non, en fait. Et par exemple, sur cette question de créer une image en utilisant un outil comme Midjourney, qui donc est un outil qui a aspiré une base de données colossale sans forcément avoir les droits sur ces images-là. Ça, c'est la question du... Et là, moi, je ne suis pas juriste et je laisserai le spécialiste rebondir là-dessus. Mais en tout cas, ça, c'est la question du droit d'auteur à l'input, donc qu'est-ce qui a nourri la machine. Mais à l'output, derrière, il peut y avoir une démarche artistique singulière qui, elle, va générer du droit d'auteur parce que j'ai créé une œuvre singulière. Et en fait, on peut très bien utiliser un outil d'IA pour produire une œuvre artistique singulière qui relève d'une démarche d'auteur ou d'autrice. Et pour moi, c'est hyper important de faire cette distinction-là, parce que je peux avoir une démarche et créer quelque chose qui n'est pas une création par l'IA, c'est pas la machine qui a créé. Alors, si je fais juste un prompt et que j'ai une photo et que je publie cette photo telle qu'elle, alors effectivement, on peut se poser la question de quel est l'apport humain, artistique, quelle est l'intention dans le prompt. Mais enfin, la plupart des artistes qui aujourd'hui, ou des créateurs de façon plus générale, qui utilisent l'IA, en fait, vont pas faire un prompt et générer une vidéo et créer un film. En fait, vont l'inscrire dans un pipeline de production et donc générer une image qu'ensuite ils vont animer. Ça va s'hybrider en plus avec des méthodes beaucoup plus traditionnelles. Et l'IA est un outil qui va venir s'insérer. En tout cas, du coup, à un moment donné, j'ai une démarche humaine, une intention artistique qui fait que, certes, j'ai utilisé un outil algorithmique, génératif, qui, certes, a été nourri d'œuvres en partie pillées, mais j'ai néanmoins produit quelque chose qui peut être considéré comme une nouvelle œuvre singulière et autonome. Du coup, c'est pour ça que, pour moi, il y a vraiment la question industrielle et de l'impact que ça va avoir sur les industries et donc sur les métiers, sur l'emploi, sur des pratiques qui vont disparaître. Mais par ailleurs, il y a aussi la question de l'usage dans la création en tant que telle, purement créatif. Juste pour rebondir rapidement juste sur ce point-là. Et ça, c'est vrai qu'on s'en rend bien compte lorsqu'on va rencontrer des artistes. Lorsqu'on va rencontrer des artistes qui travaillent avec l'IA, ça brise tous les clichés, les fantasmes qu'on peut avoir, justement d'imaginer que ça se fait en un clin d'œil, qu'il suffit de faire 3 prompts et on arrive à une œuvre. Depuis très longtemps, et même depuis l'arrivée justement des premiers outils, les artistes disaient mais je passe 250 heures, je passe 2000 heures sur une image. Donc je suis vraiment en collaboration. Donc généralement lorsqu'on entend les artistes, ils me disent je collabore avec la machine, c'est un dialogue, comme on peut avoir un dialogue avec un outil. Et donc, il faut arriver à la comprendre. Cette machine, parfois, elle nous surprend, parfois, elle nous déçoit. Et donc, c'est tout un jeu, en fait, de création avec une machine comme un outil pour arriver, effectivement, à une œuvre. Et donc, cette œuvre-là, elle mérite des droits d'auteur, puisque cet auteur, finalement, ce sont une intention. Parce qu'à la fin, la création, ça reste quand même une intention. On dispose tous des mêmes outils. On a des pinceaux, on a potentiellement un téléphone qui peut filmer pour faire un film. Bon, après, toute question, c'est quel est notre regard, quelle est notre envie, quel est notre talent, quelle est notre part de chance, quelle est notre part de placement dans le milieu pour pouvoir être en position de pouvoir exister et partager ce contenu. Donc oui, évidemment qu'on peut créer avec l'IA, et pour beaucoup d'artistes, l'IA est un outil qui va même repousser les limites de leurs imaginaires, qui va même les confronter à leurs limites. Enfin, on voit qu'il y a toute une scène, et le programme d'Arte Fantasia le montre, il y a toute une scène artistique très riche, justement, sur ces artistes qui s'emparent de l'IA. Et ouais, parce que, en fait, voilà, ce qui m'a amené aussi un petit peu à la réflexion qui a amené l'émission de ce soir, c'est que si on reprend le programme de Vivatech, par exemple, il va y avoir une projection de courts-métrages qui ont été dans le cadre d'un festival qui est organisé justement par Runway, qui est le Runway Film Festival, ouais. Voilà. De courts-métrages, réalisés avec IA. Et donc, en tant que novice, on pourrait se dire, mais dans ce cas, s'il n'y a plus besoin d'être réalisateur pour réaliser un film, moi aussi, alors, je le fais. Et puis voilà. Je sais pas si vous avez essayé de faire un film sur Runway, si vous avez essayé Runway. Absolument pas. Faites un prompt,
c'est pas un film qui va sortir. C'est vraiment une bouse. Non, mais c'est important qu'on raconte un peu ça pour comprendre un peu comment ça marche. Bah, en fait, Runway, pardon. Non, allez-y, vas-y. Non, mais sur le court-métrage, c'est intéressant parce que nous, on en diffuse systématiquement dans chaque épisode de Fantasia, on en achète. Donc, on fait beaucoup de curation. On était partenaire du festival qui a été lancé par MK2. Les cinémas MK2 ont fait leur propre festival de films réalisés avec l'IA. Runway en est un, mais qui a été poussé évidemment par un outil, par une solution commerciale qui est Runway. Mais il y en a d'autres, il y a des festivals indépendants. Il y a eu à Nice, il n'y a pas très longtemps, le World AI Film Festival aussi. Donc voilà, il y a une scène aujourd'hui qui se développe et effectivement, comme le disait François, ça demande un travail aujourd'hui, une maîtrise, un temps pour réussir à faire un film qui se tienne. Ça demande un temps de fou, ça demande des compétences, ça demande une itération, un travail de dialogue et avec un logiciel de génération d'images, mais pas que. Comme je disais, c'est souvent en réalité tout un pipeline, c'est-à-dire en fait un enchaînement de logiciels, d'outils, où je vais commencer par générer une image fixe, parce qu'en fait je vais avoir plus de maîtrise sur ma DA en générant une image fixe que directement à partir d'un prompt en générant une image animée, parce que je dois non seulement du coup avoir un impact sur la photographie, sur le mouvement de caméra, etc. Donc en fait je vais commencer par générer une image fixe, puis ensuite je vais utiliser un autre outil pour l'animer. Et puis ensuite, je vais créer de la musique, je vais créer des dialogues, etc. Et il faut savoir que ces outils-là, Runway en l'occurrence, génèrent des séquences aujourd'hui de 10 secondes maximum. Donc pour faire un film de 5 minutes, il faut en générer. Et puis surtout que je vais en générer une, puis c'est pas ce que je veux. Parce que la spécificité de la générativité, c'est que j'ai pas de maîtrise totale sur mon rendu. Et c'est ce qui, artistiquement, est intéressant. Parce que justement, ça va m'inspirer, en fait, ça recrée... moi, ce que j'aime beaucoup aujourd'hui, ce que je trouve le plus intéressant dans la création avec l'IA, c'est que ça recrée une forme de sérendipité et d'accident heureux. Donc, j'ai une intention, mais ça va me proposer quelque chose sur lequel j'ai pas totalement de maîtrise et je vais rebondir dessus et je vais être dans une création en réaction. En tout cas, faire un film aujourd'hui, ne serait-ce que de 3 minutes, 100% en IA, c'est un travail énorme et ça demande une vraie maîtrise si je veux que ce soit totalement... maîtrisé avec mon intention artistique, narrative, avec ma DA, avec ma photographie, etc. Après, effectivement, est-ce que... en fait, ça va se distinguer très fortement, et je trouve que c'est là que c'est intéressant d'avoir des festivals, justement, qui vont permettre de distinguer des œuvres de réalisateurs ou de réalisatrices. Pour moi, ça se distingue totalement de... J'ai généré une vidéo avec un filtre Ghibli, automatisé, je mets un filtre et je le balance sur les réseaux. Où là, on n'est pas dans la création artistique, effectivement. L'IA ne rend personne génial. C'est un instrument extraordinaire qui permet de gagner beaucoup de temps, qui permet de gagner des compétences techniques qui étaient difficiles, mais au même titre que notre téléphone portable nous permet de prendre des photos là où il y a quelques années, nous en aurions été incapables sans avoir recours à un matériel plus lourd. Donc, l'IA ne rend personne génial par elle-même. Les très bons artistes, ils peuvent avoir recours. Et aujourd'hui, on a les premières jurisprudences qui montrent, les premières décisions de justice, américaines notamment, qui montrent qu'une œuvre créée par l'IA peut être une œuvre protégée par le droit d'auteur. Parce qu'elle peut être considérée comme créative, originale. Mais ça vient généralement, quand on prend les exemples, les jurisprudences qui sont arrivées au profit d'artistes importants. Qui ont déjà, ou d'artistes qui, en naissance éventuellement, mais qui ont une inventivité, une créativité forte. Ça ne rendra pas génial Monsieur et Madame Tout le Monde, Mr. or Mrs. Nobody. La difficulté, encore une fois, c'est dans quoi l'instrument va piocher. Et là, notre vraie difficulté, c'est c'est un problème qu'on a déjà connu, l'utilisation de la musique. Par des milliers d'endroits de diffusion, des salons de coiffure, des ascenseurs, des musiques d'attente, en passant par la diffusion sur les antennes de radio, rend compliqué la maîtrise ou l'identification de qui a pris quoi et qui utilise ma musique. Et pour ça, on a créé des systèmes qu'on connaît un peu sous le nom, par exemple, de la SACEM ou de la SACD, c'est-à-dire la gestion collective. À défaut de pouvoir réattribuer 0,0001% de quelque chose à quelqu'un et qu'il n'a pas la trace ou la preuve à chaque fois de ce qui est diffusé, on va considérer qu'il y a un gâteau à distribuer et on va donner proportionnellement à ceux qui avaient déjà vendu le plus dans un autre univers un pourcentage plus important qu'à d'autres. Voilà, c'est ça l'enjeu vers lequel on se décide. Et la question, c'est qui va payer ? Parce qu'il faut que quelqu'un paye ses droits à un ensemble d'une communauté qui va être déterminée sur des bases
relativement classique. On va prendre tous les auteurs de l'écrit, tous les journalistes, tous les gens de l'audiovisuel, tous les compositeurs de musique qui sont déjà tous plus ou moins référencés à 99,99%, qui existent déjà et qui sont déjà enregistrés. Moi, je suis auteur en plus d'être avocat. Mes livres sont vendus par les éditeurs, mais par ailleurs, je reçois sur la photocopie, sur le prêt en bibliothèque, des droits générés de façon collective. Donc le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de savoir, et c'est là qu'il y a une guerre d'influence, savoir si ChatGPT ou plutôt OpenAI va payer, ou si c'est le consommateur final ou l'utilisateur. Donc ça va être c'est une question qui est en train de se régler. Mais on ne va pas chercher à savoir techniquement ou à obliger une traçabilité de tout ce qui est utilisé. Pourquoi on ne va pas chercher ça? Parce qu'on peut pas... On pourrait, mais ça va prendre un temps colossal et ça n'aura pas beaucoup d'intérêt parce qu'on va arriver à la fin, quand on utilise Midjourney, pour créer une pomme, il ne prend pas 4 modèles de pommes, il prend 10 000 pommes. Alors, et à la fin, cette pomme que vous allez créer, elle va éventuellement être revendue 0,0 centimes d'euros. Donc, 1 10 millième de 0,0 centime, c'est colossal. La blockchain permettrait d'identifier, mais l'intérêt est ridicule par rapport à la complexité de la machine. Donc c'est à ça que sert la gestion collective. On fait des statistiques globales, on sait que tel ou tel chanteur ou tel compositeur est plus apprécié, plus joué, plus, etc. Et donc on considère par extrapolation que avec les outils d'IA, il sera plus utilisé ou plus pompé par la machine et réutilisé. Voilà. Donc on est dans ce débat. Plus se rajoute cette question que j'évoquais tout à l'heure de ce carrefour qu'on ne connaît pas encore bien, qui est à la manière de. C'est-à-dire non pas aller chercher de la donnée pure, mais s'inspirer de quelque chose qui donne un parfum ou une couleur de. Voilà. Et les tensions, elles sont importantes parce que pour rejoindre tout notre débat, le droit du travail et le droit d'auteur, c'est la même chose. Le droit d'auteur, c'est un salaire de l'auteur. C'est conçu comme tel. Et c'est une invention qui date de Sumer, du cunéiforme. Donc, c'est quelques milliers d'années avant notre ère. La première fois que la propriété intellectuelle est créée, on en sait la trace, c'est une tablette cunéiforme où un cuisinier a écrit sur sa recette qu'il a gravée donc, au stylet dans une petite tablette de terre cuite. Il écrit une recette et il dit « Quiconque veut la reproduire doit me demander l'autorisation ou me payer ». Donc c'est la création de la propriété intellectuelle, chose qui est reprise au siècle des Lumières et très bien articulée ensuite, qui consiste à dire si vous ne récompensez pas, si vous ne rémunérez pas celui qui est à l'origine de ce que vous utilisez, de ce que qui vous a inspiré, si vous ne le rémunérez pas, alors il va être obligé de faire autre chose que de cuisiner ou d'inventer ou d'écrire ou de faire des poèmes. Donc par conséquent, il faut lui donner une forme de salaire qui va être fondée sur de la propriété intellectuelle, encore une fois une propriété temporaire, puisqu'à la fin, tout rejoint le domaine public, puisque tout doit être au service d'un intérêt collectif ou plus général. Voilà. Donc notre question, c'est aujourd'hui quel montant, par quel biais, quel opérateur, quelle plateforme, étant précisé ou étant rappelé que tout ceci est internationalisé à l'extrême. Donc des traçages et des mouvements d'argent et des enjeux technologiques extrêmement importants. À partir du moment où la Chine vient de rentrer en tout cas, elle était déjà dans le jeu, mais à partir du moment où elle arrive aujourd'hui dans le top 5 des plus gros producteurs d'outils d'IA générative, va se poser la question de l'application du droit à une entreprise chinoise aussi bien qu'à une entreprise américaine, avec éventuellement les mêmes règles de redistribution au profit d'un auteur belge, luxembourgeois ou français. Ça, c'est un peu compliqué à imaginer qu'on... Oui, c'est là-dessus, c'est pour ça qu'on bute, c'est pour ça qu'on avance peu. On avance à la fois, parce qu'il y a plein de projets, encore une fois, de textes qui sont en droit positif. La difficulté, c'est techniquement d'arriver à le transposer dans les 196 États aujourd'hui de la planète et avec des industries extrêmement différentes en taille et des utilisations extrêmement différentes. Mais on y arrivera. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme ça a été dit par Christophe tout à l'heure, la musique a eu un blanc, un vide. On se souvient tous, la fin du vinyle, le passage au CD, et puis ensuite, d'un seul coup, ce saut dans l'inconnu, où toute l'industrie de la musique s'est retrouvée sans revenus, sans rémunération. Et aujourd'hui, alors, je suis d'accord avec toi, évidemment, les rémunérations ne sont pas aussi satisfaisantes qu'elles pourraient l'être. Globalement, c'est le discours général. Mais malgré tout, elles existent. Elles ont pris une forme qui est aujourd'hui articulée et qui permet de redistribuer, même si les artistes sont obligés se sont tournés vers le concert qui aujourd'hui leur permet de vivre beaucoup plus que les streams et les diffusions online. Voilà. Mais donc il y a une économie qui va se redessiner et c'est au droit d'essayer de calculer ou de s'agencer avec cette nouvelle économie
encore une fois, extrêmement internationalisé. Mais ce qui est aussi intéressant à observer, là, pour revenir justement sur le côté peut-être plus industrie, c'est qu'on est typiquement dans un fonctionnement de la tech. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui est OpenAI, qui est voilà, tranquillement basée dans la Silicon Valley, qui va mettre en place un outil, qui va le diffuser massivement à l'échelle mondiale, en disant voilà, il est là, allez-y, utilisez-le, sans avoir forcément anticipé, réfléchi d'ailleurs, est-ce vraiment leur intérêt, les conséquences que cet outil va générer en fait, et la manière dont cet outil va bouleverser totalement des métiers. Alors, il faut toujours faire attention avec l'IA, vous avez vu, on a toujours deux discours. Hein. On a un discours apocalyptique ou on a un discours miraculeux. Donc il faut toujours... Dans le chat, ils sont un peu plus apocalyptiques. Hein. Voilà, mais les deux sont quelque part dans des fantasmes. Apocalyptique, on ne va pas tous être remplacés par l'IA, on l'a un peu dit. Et miraculeux, on est dans ce qu'on appelle le techno-angélisme, où finalement l'IA va être la solution miracle à tous nos problèmes. Et évidemment, celui-là est un discours qui est fallacieux, puisque c'est un discours commercial qui cherche à rassurer des investisseurs et des actionnaires pour faire monter les actions, puisqu'on est quand même sur une économie de la croyance qui est celle de la tech. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un outil qui est mis en place, qui est donné, qui est livré, qui entraîne toute une chaîne de conséquences dont on ne sait pas tous très bien comment faire. D'ailleurs, on prend toujours du temps. Vous avez vu, il y a toujours une problématique entre le temps de la technologie qui est un temps ultra rapide et le temps législatif qui, par nature, est un temps long. Déjà parce que mettre en place une loi, c'est compliqué, qu'on est toujours un peu en retard par rapport à l'usage. Le temps politique, j'en parle même pas. Et donc, on est constamment dans une course entre un outil technologique dont tous les 3 mois, on nous annonce une nouvelle révolution. Et nous, on est là péniblement en essayant de trouver des solutions pour ne serait-ce que colmater l'existant. Mais tout ça est sciemment pensé, puisque finalement, quand vous regardez les différentes entreprises de la tech, si on prend Uber et les taxis qui sont d'actualité aujourd'hui, on a eu la même idée. Ou Airbnb, on a des outils qui ne sont pas forcément légaux, qui vont pousser justement la loi dans certains retranchements, qui vont pousser la loi à s'adapter, à se réinventer. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, l'outil ou l'application est déficitaire. Hein. OpenAI, c'est déficitaire aujourd'hui. Et on ne le sait pas d'ailleurs quand est-ce que ça deviendra justement rentable. Ça a été pareil pour Airbnb, c'est pareil pour Uber. Ce sont des outils qui sont des entreprises qui sont déficitaires, qui ne fonctionnent que par la valorisation boursière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on en parle tous les jours, il faut qu'on explique que ça va changer le monde, il faut que des actionnaires se disent j'investis et eux gagnent de l'argent. Mais on est quand même aussi dans une entreprise, dans une industrie qui fonctionne à la fois dans une sorte de bulle spéculative, qui fonctionne dans de la croyance, c'est ce qui fait qu'autour de l'IA, il y a beaucoup de fantasmes, et nous, on est là, citoyens, soit dépassés, soit inquiets, juristes, on essaye de peaufiner des textes, et puis il y a une révolution qui arrive et qui chamboule tout, et les politiques sont globalement déconnectés de ces enjeux parce qu'ils ne les comprennent pas. Donc on est un peu dans cet environnement-là, et encore une fois, et pour finir, il se duplique finalement à chaque technologie. J'évoquais Airbnb, Uber, et il y en a eu d'autres. Donc il faut aussi peut-être regarder un peu avec une certaine perspective historique, être toute raison gardée et comprendre la mécanique pour essayer peut-être de prendre un peu de recul sur la situation. Et ce qu'il faut se dire, c'est que non seulement ils sont déficitaires, mais qu'en plus, on ne paye pas le vrai prix du coût de ces services-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais comme toujours avec les nouvelles technologies, en fait, il y a une espèce de prix d'appel qui ne correspond pas au coût réel du service. Aujourd'hui, générer, en fait, produire de la générativité, ça coûte extrêmement cher. Et quand on paye un abonnement de ChatGPT 20 balles, on ne paye pas le coût réel de ce que ça coûte à ChatGPT de nous proposer ce service-là. Et donc, à un moment donné, c'est présenté effectivement comme une solution miracle qui va permettre de réduire les coûts dans les industries culturelles, mais pas que. Mais en fait, quel est le coût réel? Et si en plus, il faut rajouter le coût du droit d'auteur, si ChatGPT à un moment donné doit payer les droits d'auteur, en fait, là, ça devient totalement. En fait, il y a aujourd'hui pas de modèle économique sur ces produits-là. Mais pour l'instant, c'est la course à la part de marché, c'est-à-dire à celui qui s'imposera, qui deviendra le Uber ou qui deviendra le Airbnb ou le Booking du domaine. Donc, d'où cette espèce de frénésie. Effectivement, c'est une économie qui repose que sur de la valeur boursière. Elle ne produit pas de bénéfices, mais elle produit des investissements, des gens qui veulent en être, et donc qui sont prêts à mettre de l'argent et à valoriser quelque chose qui ne rapporte pas grand-chose. Et puis par ailleurs, la nécessité pour ces géants, qui sont, et c'est là que c'est intéressant, ils ne sont pas tous américains aujourd'hui, c'est là qu'en plus la bataille devient un peu plus excitante, entre guillemets, c'est grossir le plus vite possible et dominer le plus vite possible son marché, pour ensuite, après, dans un deuxième temps, penser à sa rentabilité peut-être
un jour. Mais on est encore à long terme. Hein. On voit, on n'a même pas le début d'un plan à 5 ans. On est dans le flou le plus complet. Mais pour l'instant, c'est essayer de convaincre parmi les 7 milliards d'humains une grande majorité d'utiliser mon modèle ou mon IA plutôt que celle du concurrent ou celle de telle ou telle entreprise californienne ou chinoise. Et tous les discours politiques vont dans ce sens-là. Hein. Là, il y a Emmanuel Macron qui est en ce moment à Vivatech. Il va dire la même chose que ce qu'il a dit au sommet de l'IA. Il va dire on est dans la course, on est l'Europe, on a notre champion, on a Mistral, il faut accélérer, plug and play, on y va, on construit des data centers, on prend les investissements saoudiens parce qu'on est dans un contexte géopolitique où globalement il y a les États-Unis, la Chine, il faut trouver des pays tiers, les Indiens, les Saoudiens, pour arriver à trouver une sorte de troisième voie qui est la voie européenne, mais chacun joue le même jeu. Joue le jeu de la course à l'IA. Quand on est Donald Trump, on parle de 500 milliards de dollars. Quand on est la France, c'est 100 milliards de dollars. Et chacun y va avec des chiffres qui ne veulent rien dire. Rien dire. On ne sait même pas ce que ça veut dire, 500 milliards de dollars. Même 100 milliards de dollars, on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce que c'est les investissements pour construire des super data centers? Est-ce que c'est du privé? Oui, c'est du privé. On a l'impression que c'est du public. Donc les gens se disent, attendez, on met 100 milliards dans l'IA et on a un hôpital qui est en train de mourir et une école qui est en train de péricliter. Mais non, ce sont des investissements privés. Et encore une fois, ces 100 milliards, c'est de l'incantatoire. C'est une manière de dire, je mets 100 milliards sur la table. On est quand même avec l'intelligence artificielle tout de même. Et il y a une partie réelle de création. Et il y a une grande partie de bluff autour de cette industrie et de mirage. Donc, ce qu'ils font tous là, c'est une partie de poker. Je mets 100 milliards, moi je mets 500 milliards. Qu'est-ce que tu as dans ton jeu? Rien, mais la même chose que toi. Mais tant qu'on dit qu'on a quelque chose, on y croit. Le poker, c'est ça. Hein. Ce qui compte, c'est de faire peur aux joueurs en lui faisant croire qu'on a un meilleur jeu que lui. Et la question, c'est qui va ramasser la table, qui va gagner, qui va ramasser les jetons et qui va faire banqueroute. Et ceux qui vont faire banqueroute, est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est les auteurs? Est-ce que c'est les travailleurs? Est-ce que c'est les travailleurs précaires qui sont au service de cette industrie-là? Voilà, on est en tout cas au milieu de cette partie d'un poker monteur dont c'est assez dur de lire les cartes et encore plus de lire l'avenir. C'est un peu difficile d'imaginer que les perdants dans l'histoire, ça pourrait être ces entreprises qui sont aujourd'hui... économiquement, pas forcément, mais dont on a l'image de mastodonte. Effectivement, en plus, on sent bien cette course à l'échalote. On en a parlé là, à l'instant. Ça me faisait penser à un truc qu'on a découvert, entre guillemets, une actu de la semaine. Le producteur américain Timbaland qui annonce qu'il a créé un tout nouveau label juste pour la musique générée par intelligence artificielle, dont il a signé une première artiste qui est en fait une création pure et dure de l'IA. Derrière, ils discutent en live, je crois que c'était sur Insta, et il y a un débat éthique aussi là-dessus. Enfin, il y a des gens qui s'inquiètent et il y a un débat éthique, dire mais t'es producteur, pourquoi il y a des tas d'artistes qui demandent qu'à être produits, mais c'est aussi d'un point de vue business, ça existe, c'est possible de le faire, vaut mieux être le premier. Oui, il vaut mieux être le premier, mais la machine en tant que telle ne sera jamais géniale. Non, c'est pas tant la question finalement. Bien sûr, et on a déjà, par le passé, lorsque l'ordinateur est arrivé, on a déjà tenté de mettre les recettes d'un best-seller. De dire on va faire un hit et je vais rentrer dedans les données donc du plus gros vendeur ou de disques ou de livres, et ça a toujours foiré, c'est-à-dire ça n'a jamais marché parce que la création, ça tient pas uniquement à une question, c'est pas une équation, c'est quelque chose de plus subtil, c'est quelque chose de très subjectif, c'est quelque chose qui rencontre un moment, c'est encore une fois cette part très particulière de la créativité qui fait que encore une fois, c'est pas parce que nous avons tous un téléphone portable capable de faire des photos que nous sommes Cartier-Bresson ou David Lachapelle. Voilà. Mais ce que tu dis est intéressant parce que c'est la question de la réception aussi. C'est de se dire, et on le voit dans Fantasia, c'est est-ce que ce que je vois suscite chez moi de l'émotion? Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? Une œuvre d'art, c'est OK, l'intention d'un auteur, d'un créateur, et ensuite l'œuvre d'art devient œuvre d'art par la réception. C'est le public qui arrive à dire c'est une œuvre d'art, ou qui dit c'est une grosse merde. Bon, si vous avez des enfants, ils vous font des dessins, bon, c'est à vous de considérer si ce dessin est une œuvre d'art, ou si au contraire il faut qu'il recommence. Voilà. Bon, donc c'est quelque part la réception qui va transformer. Et là, je parlais du cadre familial, mais sinon c'est la réception collective qui va donner un statut finalement à ces œuvres-là. Et ça, on pourrait dire, on s'en fout de savoir si ça a été créé avec de l'IA, sans IA, quels ont été les outils, à partir du moment où ça nous touche. Donc on revient à une question un peu plus structurelle, fondamentale de l'art, c'est d'être touché, peu importe les moyens. Oui, enfin, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a quand même une part de panique morale, en fait, c'est des robots qui vont créer maintenant la musique, les films, les trucs et tout. Non, c'est pas ça. Déjà, effectivement, la musique assistée par ordinateur, ça existe depuis longtemps. Et ça a créé des genres musicaux dans les musiques électroniques qui sont
aujourd'hui des cultures qui sont reconnues comme telles et qui ont permis de créer de la culture à proprement parler. Donc en fait, il ne faut pas rejouer cette espèce de panique face à l'arrivée d'un nouvel outil technologique dans la création artistique. Là, il y a un nouvel outil technologique qui, certes, a cette spécificité de la puissance de l'algorithme, de pouvoir proposer quelque chose sur lequel je n'ai pas totalement de maîtrise, mais en fait, ça n'empêche pas que c'est intéressant, potentiellement, on peut considérer que c'est intéressant artistiquement, de se dire qu'un artiste peut créer justement quelque chose qu'il n'aurait pas pu créer sans cet outil-là. Et moi, c'est là où ça va m'intéresser, la façon dont certains artistes, certains créateurs vont s'emparer de l'IA, c'est est-ce que je crée quelque chose que je n'aurais pas pu faire sans? Est-ce que ça vient remplacer? Effectivement, si c'est pour remplacer, encore une fois, on tombe dans la distinction entre création et industrie. Si ça vient remplacer, en fait, finalement, ce qui était de la soupe industrielle destinée à générer du stream, bon, bah, ça va le remplacer. Finalement, ça ne va qu'industrialiser un peu plus l'industrie. Mais est-ce que ça permet à un producteur comme Timbaland, mais comme plein d'autres et comme plein de musiciens aujourd'hui, de dire je vais créer de la musique que je n'aurais pas pu faire sans, par exemple aujourd'hui, l'IRCAM, qui est un laboratoire de recherche sur la musique, sur le son à Paris, travaille énormément sur le développement de logiciels en intelligence artificielle, qu'ils considèrent en fait comme des nouveaux types d'instruments, mais des instruments qui vont être, encore une fois, des instruments en dialogue, en réaction. Et donc, l'IRCAM va développer un logiciel qu'un artiste va pouvoir nourrir, entraîner avec sa propre musique pour rentrer dans un exercice inédit jusqu'à présent, à savoir un duo avec soi-même. Et en fait, là, ça peut être un type d'exercice qu'on peut considérer comme intéressant artistiquement et qui peut nous toucher. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de question morale sur est-ce que Timbaland ou d'autres producteurs vont créer des artistes 100% IA ou des morceaux 100% IA, c'est bien ou c'est mal? C'est pas bien ou mal, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire sans? Est-ce que ça nous touche? Est-ce que ça apporte quelque chose à la culture? Peut-être qu'on s'en rend pas compte maintenant, mais que dans 20 ans, on se rendra compte qu'il y a une scène qui a été créée, des nouvelles scènes, voire des nouvelles disciplines. Parce que la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que l'IA, c'est un nouveau pinceau ou un nouvel appareil photo? C'est-à-dire que est-ce que c'est juste un instrument supplémentaire qui me permet d'élargir ma palette? Ou est-ce que ça va créer de nouvelles disciplines? C'est-à-dire qu'avant l'invention de l'appareil photo, la photo n'existait pas. Et ça va créer un nouveau champ artistique. Est-ce que demain, va non seulement y avoir de la musique avec IA, mais est-ce qu'il va y avoir de nouvelles disciplines? De la promptographie, je ne sais pas, on en est tellement au début que je trouve que c'est ça qui est intéressant et excitant au-delà de toute question morale de bien ou mal. Ouais, Kylie qui nous dit le problème, c'est pas qu'un artiste utilise l'IA, c'est que le décisionnaire en entreprise utilise l'IA pour ne plus avoir besoin de l'artiste. Et de manière générale, April TV qui nous dit en disant que quand on discutait comment est utilisée l'IA dans l'art, non, l'IA n'est pas utilisée comme ça va juste prompter et sortir un son et basta. Enfin, c'est ce qu'on disait un peu sur le côté industriel et tout ça. L'appareil photo, ça demande d'avoir un œil, tu as un contrôle sur ton résultat, pas en IA. Bah ça c'est pas totalement vrai en fait, c'est pas vrai en fait, c'est même pas du tout vrai parce que oui, si je crée de la musique, je vais sur Suno, donc une offre commerciale où je vais faire un prompt et ça va me sortir de la musique extrêmement standardisée parce que c'est nourri de globalement toute la musique mainstream disponible sur internet et effectivement là je vais faire un prompt et je vais avoir un morceau de trap, un morceau de classique, un morceau de pop extrêmement standardisé. Mais pour moi là on est dans l'effet filtre, on est dans l'effet Ghibli, on est dans le starter pack, on est là-dedans. Le truc un peu grand public. Voilà. Donc ce qui est un sujet en soi et une problématique, notamment en termes de droit. Mais quand je vous parle des logiciels de l'IRCAM, on a des chercheurs qui développent un logiciel qui va avoir en fait des dizaines et des dizaines de paramètres qui devront être réglés pendant des heures de travail entre le chercheur et le musicien. Comment je règle les paramètres pour entraîner d'une certaine façon la machine ou ensuite pour déterminer par exemple son mode d'interaction avec moi. Est-ce que donc cette machine qui a été entraînée avec ma musique, elle va intervenir de façon ponctuelle? Est-ce qu'elle va intervenir de façon rythmique ou de façon harmonique? En fait, tout ça, c'est du travail qui est un travail artistique et artistico-technique, mais qui demande énormément de travail. Donc en fait, il ne faut pas tout mettre dans le même panier et se dire, parce qu'il existe Suno et que je peux
créer voilà, un espèce de truc comme ça en un claquement de doigts qui effectivement n'est pas de la création artistique, d'après moi, ça ne veut pas dire que toute la création musicale qu'il utilise l'IA est à jeter pour autant, parce que ça n'a rien à voir en fait. On parle, mais en fait on parle même pas de la même chose. C'est ça le problème, c'est que. C'est vrai qu'il faut quand même bien définir la création artistique d'un délivrable de contenu, par exemple. Là, pour reprendre la question de votre viewer, si effectivement, si on est dans une agence de pub et qu'avant on allait prendre un graphiste pour faire une carte de vœux et dire voilà. Publicis vous souhaite une bonne année 2025. Bah oui, il y avait effectivement quelqu'un qui allait prendre un petit fond, une couleur, un truc. Ça, on peut l'automatiser. On fait carte de vœux, machin, parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on attend de cette carte de vœux. Bon, peut-être qu'on veut juste l'envoyer sans forcément avoir une attente de créativité, de singularité particulière. Donc là, oui, sans doute que... D'ailleurs, souvent, c'était le stagiaire qui le faisait, mais sans doute l'heure ou les 2 heures qu'un humain était amené à faire pour créer cette carte de vœux avec des attentes standards va être automatisé. Ça peut être fait en 5 minutes. Là, ça marche. Mais là, on est dans du contenu, en fait. Donc, dans le contenu, on l'a dit un peu tout à l'heure avec le traducteur, il y a sans doute beaucoup de choses qui vont être standardisées parce que les machines arrivent à le faire aussi bien et plus vite. Quand on dit aussi bien, c'est toujours une qualité moyenne. Donc, il est dans une qualité moyenne. Quand on parle d'art, on n'est plus dans une qualité moyenne, on est dans une singularité. D'ailleurs, j'aime cet artiste ou je l'aime pas. Personne va dire j'aime une carte de vœux ou je l'aime pas. C'est un truc, bon, on voit même pas la différence. Bon, on peut, mais disons que ça va pas générer de l'émotion, ça va pas générer justement une œuvre, un univers. Donc ça, il est préservé cet univers-là. Et au contraire, les artistes, ils sont moins paniqués qu'on ne le pense. Ils sont vraiment même excités. Et d'ailleurs, si on regarde dans l'histoire de l'art, ce sont toujours les artistes qui sont saisis des dernières technologies en premier. L'avant-garde, c'est aussi de se dire, tiens, je me saisis de la techno, je la pousse dans ses retranchements, j'en montre ses limites. D'ailleurs, beaucoup de scènes autour de l'IA sont des scènes critiques par rapport même à l'outil, en montrant d'ailleurs qu'est-ce que cet outil ne peut pas faire. Ou ça nous permet de nous interroger sur qu'est-ce qui fait que moi je fais davantage que la machine. En quoi mon humanité se dessine, se distingue, et donc c'est une grande source de création et de réflexion sur la scène artistique. Donc oui, l'IA va remplacer des métiers standardisés sur des productions standardisées, donc de l'industrie. Mais l'art en lui-même, je pense au contraire, se réjouit, à mon avis, d'avoir un nouvel outil à disposition. Et on va rajouter aussi, pardonnez-moi, que ça affecte déjà des catégories de créateurs ou de populations de créateurs qui étaient déjà affectées par par les technologies qu'on appelait nouvelles, mais qui sont simplement l'informatique, la photographie, est déjà impactée depuis de nombreuses années par les banques d'images, qui fait que plus personne ne va commander un coucher de soleil et qu'on va simplement chercher au milieu d'une énorme base de données une image de coucher de soleil qui va être libre de droit ou qu'on va payer 3 fois rien. Et c'est ce qui a emmené l'extinction d'une grande partie des métiers de photographe. C'est pas tellement le développement de nos téléphones de nos téléphones portables, c'est simplement la mise à disposition extrêmement facile pour la stagiaire ou la stagiaire chargée de faire la carte de vœux, de trouver un coucher de soleil. Et là-dessus, donc, on voit bien les traducteurs, les doubleurs, les interprètes, les musiciens de rang. Quand il va s'agir d'avoir 10 violons, on ne va pas aller chercher 10 violonistes, on va reproduire 10 sons de violon et avoir un orchestre reconstitué. Et ce sont déjà des métiers qui sont attaqués, qui étaient déjà attaqués avant l'IA, qui étaient attaqués par l'informatique, qui étaient attaqués par l'internationalisation, par le dumping des salaires, par 100 000 autres choses. Voilà. Et donc, on a une accélération de ce phénomène. Mais ça n'enlèvera pas le fait qu'il existera toujours des photographes géniaux quand on en aura besoin, qu'il existera. Puis il y a d'autres catégories qui, pour l'instant, mais on ne le sait pas, pour l'instant paraissent à l'abri, mais seront peut-être attaqués demain matin. Les auteurs de romans, certains types de compositeurs, etc., des peintres. Il y avait voilà, mais encore une fois, comme il le disait très bien, parce qu'on ne connaît pas encore le champ des possibles et qu'on ne sait pas encore ce que ça va pouvoir générer, alors là, comme nouvelle forme d'art ou d'expression. Et peut-être qu'on aura une concurrence supplémentaire, entre guillemets, ou un type de créateur en plus, sans pour autant voir s'éteindre ceux qui ont véritablement une singularité ou une plus-value importante. Mais malheureusement, des populations comme les photographes, que moi j'ai beaucoup défendu, j'en défends beaucoup, ça fait déjà 25 ans que son métier est attaqué et qu'il est extrêmement malmené. Juste une phrase qui m'avait marqué, qu'un artiste que je ne citerai pas m'a dite, et une phrase assez provoque, mais que je trouvais intéressante, et qu'un artiste installé, légitime, mais qui justement s'intéresse à ce côté avant-garde. Donc je la reprendrai pas à mon compte, mais il m'a dit, tu sais, je pense que moi, l'IA, en fait, elle va faire disparaître
les mauvais réals ou ceux qui se prétendent réals mais qui ne le sont pas. Parce qu'en fait, effectivement, elle va faire tomber une barrière technique. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai une maîtrise technique d'un outil qui est par exemple la caméra, je peux me prétendre réalisateur sans forcément avoir un génie créatif, un talent fou. Lui, il dit, très bien, tout cela, ils vont disparaître. Resteront ceux qui ont une vraie proposition, un vrai talent, un vrai regard. Parce que finalement, la barrière technique, elle disparaît, mais l'intention et donc derrière l'émotion que je transmets, c'est ce qui restera toujours là au cœur de la création. Alors peut-être quand même pour nuancer ce tableau positif, en y repensant, c'est que artiste par nature, c'est un métier précaire. Donc là, on parle des artistes qui sont très bien installés, qui arrivent à gagner leur vie. On sait très bien que c'est une infime minorité. Et il y avait toute une partie des artistes qui cherchaient à l'être, qui étaient dans un désir de l'être, dans une quête, et qui se servaient justement de tous ces petits travaux dont on vient de parler pour à peu près vivre. Évidemment. Et ceux-là, oui. On parlait dans le chat. Voilà. Et là, il y a un danger. Parce que là, justement. Les jobs d'entrée, entre guillemets. Exactement. Effectivement. Jobs d'entrée ou de compensation, ou ce qu'on appelle l'alimentaire d'un côté et l'artiste de l'autre. Donc en alimentaire, je vais faire ce reportage photo un peu à la con qu'on m'a commandé. Ça, c'est le vrai risque, effectivement. C'est de la destruction de ces jobs alimentaires qui permettent à des gens aujourd'hui de pratiquer leur art à côté. Et on sait que ça fonctionne comme ça. On sait que c'est rarement, on n'arrive pas, on ne naît pas artiste. On peut le naître, mais dire que c'est quand même un métier qui est dur à obtenir. Donc là, il y a peut-être un danger pour l'équilibre, effectivement, de ce métier-là. Et c'est en ça où, justement, il faut trouver une chaîne de valeur, quelle qu'elle soit, pour qu'on puisse arriver à rémunérer justement ces auteurs, ces artistes qui sont quand même exploités, volés, copiés, pompés par des entreprises américaines qui n'en ont que faire, il faut bien le dire. Et en l'occurrence, je crois qu'il n'y a pas encore de date de procès, mais si on reprend l'exemple de la musique, il y a plusieurs gros labels, soit Sony, Warner, Universal, qui attaquent, que ce soit Suno et un autre concurrent du même style, pour justement parce qu'ils l'accusent de piocher dans leur catalogue. Il n'y a pas de procès en France, mais il y en a eu déjà une bonne vingtaine importants aux États-Unis, dans lesquels, et globalement, même si les systèmes de droit ne sont pas exactement les mêmes, malgré tout, l'internalisation du droit d'auteur, elle existe depuis quelques années. Donc on est sur des mécanismes et des modes de pensée qui sont à peu près similaires. On a déjà des premières décisions et des gens qui, effectivement, se sont lancés pour faire des exemples. À part quelques cas de figure très singuliers où il y a eu à la manière d'eux, donc c'est Angèle, c'est quelques-uns. Globalement, il y a des industriels de la culture qui se sont lancés dans le bras de fer pour expliquer que non, ça ne serait pas aussi simple, mais c'est simplement pour pousser l'accélération des discussions législatives qui vont intervenir, qui interviennent déjà, les discussions plutôt. La question, c'est à quel moment ça va rentrer en vigueur, et encore une fois, avec quels chiffres et qui va payer. Vraiment, là, l'enjeu, c'est aujourd'hui, le lobbying est extrêmement fort de la part d'OpenAI et de plein d'autres, puis même Mistral. La position du président français est totalement paradoxale. D'un côté, le ministère de l'économie pousse à la création de champions européens, et de l'autre côté, le ministère de la culture ne sait pas comment gérer le pillage général ou la paupérisation de la création. Voilà. Mais ce côté, ces à côté, entre guillemets, qui permettent à des artistes de vivre, en tout cas de façon alimentaire, effectivement, pose déjà plein de difficultés. On a été amené, par exemple, à réglementer et à indemniser les interventions dans les salons du livre, parce que ça permet aux écrivains de vivre, parce que les ventes de livres ne sont plus aussi importantes et qu'elles faiblissent. Maintenant, on demande et on indemnise des dessinateurs de BD qui font des croquis dans les salons, parce que derrière, il y avait une revente de leur création. Et alors, ils passent 2 heures à faire une dédicace, et ensuite, quelqu'un va en tirer 200 €, et eux, pendant ce temps, les ventes de leurs albums ne grandissent pas, puisqu'il y a maintenant 8000 BD qui sortent par an au lieu de 300. Voilà. Donc, et il faut prendre en compte aussi que la production culturelle a extrêmement augmenté. Le nombre de nouveautés en librairie est 70 000, c'est-à-dire 4 fois plus qu'il y a 25 ans. Donc évidemment, il n'y a pas plus de lecteurs, il y en a même un peu moins dans les pratiques culturelles, moins de temps. Donc il y a une part de marché qui est divisée déjà mathématiquement par 4. Donc des rémunérations qui sont en baisse pour toutes les catégories de création, que ce soit les écrivains, les compositeurs, ainsi de suite. Donc d'où la nécessité de modéliser ou de trouver un modèle économique assez rapide pour compenser tous les petits à côté qui vont disparaître effectivement par l'intelligence artificielle ou générative. Mais ce que tu disais justement sur les injonctions paradoxales, la dialectique française, elle est super intéressante, parce qu'on est en France,
Donc Beaumarchais, pays du droit d'auteur, qui a toujours été un phare justement pour protéger les auteurs, les Américains et les artistes américains qui viennent justement s'inscrire à la SACEM parce que c'est l'instance la plus protectrice. Donc on a ce côté un petit peu fer de lance de l'exception culturelle et du respect du droit d'auteur qui est, alors tu as rappelé justement la tablette, mais qui est globalement est né chez nous dans son statut. Donc ça, la France en est très fière, elle le ressort quand ça les intéresse. Et d'un autre côté, on a effectivement la Startup Nation ou ce qu'il en restait, avec cette volonté de développer l'IA à tout crin. Et donc là, on a vraiment effectivement cette force de lobbying qui ralentissent d'ailleurs les textes de loi. Les textes de loi sont le fruit de compromis et parfois de compromissions permanentes entre une puissance de lobbying d'entreprises qui veulent justement le moins de régulation possible et une volonté de régulatrice qui faisait aussi une singularité française et pourquoi pas, certains le disent, un avantage comparatif en disant faisons un compromis des deux et restons ce pays qui est protecteur pour les artistes et donc devenant terre d'accueil pour ces artistes-là. Donc on est exactement là en ce moment dans cette séquence où se jouent dans les textes à venir ces deux forces en présence qui s'opposent. Droit d'auteur d'un côté, exception culturelle, et de l'autre, volonté française d'être le leader européen dans une industrie mondialisée. Et alors, l'autre risque aussi, dont on n'a pas trop parlé, mais pour la culture et pour les auteurs, tu disais qu'aujourd'hui, le marché du livre, par exemple, est totalement saturé. On est submergé de livres. Dans la rentrée littéraire, en fait, il n'y a plus assez de parts de marché pour qu'un auteur puisse vivre. Ça va être encore pire, évidemment, avec la création d'intelligence artificielle, puisqu'on va être en plus submergé de créations, pour le coup, et je ne parle pas là d'œuvres qui ont été faites, de créations très bas de gamme, très industrielles, très industrialisées encore plus, que ce soit en littérature, en musique. On a déjà Spotify qui se fait total. Alors, Spotify, Deezer, aujourd'hui, je crois que c'est Deezer, on avait des chiffres, 17%, presque 20% aujourd'hui de ce qu'ils reçoivent comme nouveaux morceaux par jour, qui sont en fait en intelligence artificielle aujourd'hui. Ils doivent cleaner donc ça en fait, permanence. voilà, donc ça fait d'autant moins, évidemment, de droits d'auteur pour des auteurs qui essayent de vivre. Voilà. Et là, on part encore une fois d'industrie en fait de la culture, d'industrie de la création, peu importe, d'industrie créative, mais en tout cas de choses qui vont être industrialisées avec des gens qui vont nous submerger de choses qui n'ont aucun intérêt, qui n'apportent rien, mais qui vont venir en fait saturer encore plus le marché de la création. Et on aurait pu finir sur une note positive, mais et juste pour boucler la boucle, c'est que pour reprendre ta première question, qui était finalement quel est le jeu de données et comment ces systèmes-là fonctionnent. Ce jeu de données fonctionne sur ce qui existe sur Internet. Si de plus en plus sur Internet existent des produits qui sont issus et générés par l'intelligence artificielle, on arrive à ce qu'on appelle une sorte d'Internet zombie, où finalement il y a une sorte de cannibalisation de ces outils d'éléments de langage qui vont piocher sur des contenus qui ont eux-mêmes été générés avec de l'IA. Et donc l'IA va copier l'IA dans un jeu de miroir sans fin. Et là, peut-être, arrivera le moment où on se dit à quoi ça sert tout ça. Et il faudra ramener justement de la valeur. Et la valeur, c'est quand même de la création humaine. Et pour l'instant, on en reste toujours là. Ouais, je vous avoue que je suis assez contente parce qu'en préparant cette émission, j'étais quand même, moi aussi, un peu comme le chat, sur une idée un petit peu pessimiste des choses. Et voilà. Et en fait, on en ressort finalement avec un... Alors, il y a du bon et du moins bon, mais il y a quand même, sans dire que tout est rose et que effectivement ça va menacer des emplois, ça va menacer une partie de la création et de l'industrie, surtout telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais pour aller où et peut-être au final pour que ça se cannibalise tout seul dans un truc qui va du coup dégonfler tout seul. Bon. On verra tout ça. Et puis, voilà, quelqu'un nous dit l'IA ne peut pas copier l'IA, elle crève, sinon c'est exactement ce que tu disais, François, à l'instant. Mais voilà, alors, dans le chat, vous avez été quand même relativement pessimiste, quoi. Il y en a beaucoup qui sont... J'ai vu un viewer qui disait à un moment donné que carrément décidé de ne pas utiliser l'IA. Alors après, bon, ça peut nous intéresser ou pas nous intéresser, mais voilà, il y a des gens qui arrêtent la viande et d'autres qui n'utilisent pas l'IA. Ça peut être aussi pour des raisons écologiques, hein, pourquoi pas. On n'a pas trop parlé de ça, mais à part quand on parlait du coût justement de production de ChatGPT. Bref, merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de tout ça. On aurait peut-être certainement encore pu continuer encore longtemps, mais bon, j'ai promis de vous libérer à 19h, il est 19h, donc je vais vous libérer. Je vous représente rapidement Christophe Payet, merci beaucoup d'être venu. Donc tu travailles chez Arte et tu as notamment créé
un format qui s'appelle Fantasia, qui est dispo sur Arte, sur le site d'Arte notamment. Il y a 2 épisodes, je vous encourage à y aller. Emmanuel Pierrat, merci beaucoup Emmanuel d'être venu. Toi, tu es avocat pour le coup, c'est toi qui nous a amené un petit peu ce côté tout ce qui est juridique, légal, pour nous éclairer un peu tout ça, avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle. Et on peut lire mon excellent livre chez Folio, auteur Vos droits, vos devoirs. Et ben voilà, très bien. Vos droits, vos devoirs, c'est chez... Mais fais donc. C'est pour ça que je disais, si j'oublie des trucs, il ne faut pas hésiter à me le dire. Non, j'hésite pas. Voilà, j'ai écrit plusieurs livres sur le droit d'auteur qui, pour l'instant, sont pompés par la machine, mais me génèrent encore quelques petits droits et quelques lecteurs. Voilà. Et avant de commencer à lire ton livre, tous les matins, on peut écouter France Culture et un monde connecté avec François Saltiel, qui est donc journaliste pour notre chaîne Violette Amie et voisine dans cette maison de la radio. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis, d'avoir réagi autant dans le chat, de nous avoir posé des questions. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Ouh là là. Nous, on va revenir dès demain à 17h pour encore une émission d'environ 2 heures. Demain, on va parler encore des sujets très différents. On va se centrer sur l'océan. Demain, on va plonger dans le sujet du climat notamment et de l'océan en particulier. On va aussi parler géopolitique et géostratégie, mais toujours centré sur l'océan. On va parler notamment des États-Unis qui n'étaient pas présents à cette conférence des Nations Unies sur les océans qui a lieu en ce moment à Nice. Bref, tout ça, c'est demain à 17h. Il me reste, moi, à remercier Camille, notre programmateur, qui vous a donc tous invités ce soir et grâce à qui on peut monter aussi ces émissions hyper intéressantes. Grand merci à Cyril, qui est à la Réal aujourd'hui. Merci à Stéphanie Berlu, pour la citer, puisque c'est elle qui nous fait nos visuels, pour le coup, pas d'IA. Chez nous, c'est Stéphanie qui fait tout. Les visuels du talk que vous retrouvez sur les réseaux de France Info. Et puis, pour ceux qui n'ont pas pu tout écouter ou tout voir, le talk sera bien sûr en replay sur la chaîne de France Info dans quelques minutes. Il sera aussi en replay sur YouTube dans quelques minutes aussi. Peut-être que je vais un peu vite, mais voilà, quelques heures peut-être, me dit Cyril. Et puis, en version podcast. Oui, voilà, peut-être que... Ah non. Ah, il est d'accord pour être remplacé par une IA, très bien. On va y réfléchir. Ah, voilà. Alors aussi, une idée pour remplacer, transporter le replay sur YouTube via une IA, on est preneur. En tout cas, Cyril est preneur. Et puis, il y aura une version aussi podcast qui sera dispo. Ça, c'est mon job. Donc, voilà. Et j'adore le faire. Ça va, c'est encore pas mettre la vidéo sur YouTube. C'est pas tout à fait pareil. On va dire dans quelques minutes quand même sur la plateforme, l'application Radio France. Voilà. Vous savez tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. Rendez-vous 17h, même micro, même endroit. Ciao.